Cette vidéo est sponsorisée. Ah bah enfin! Mec, tu sais depuis combien de temps on l'attend ta vidéo là? La dernière que t'as sortie c'était en janvier, alors que là c'est le début de l'été. Ah ouais, c'est le début de l'été? Bah ouais. Oh putain, tu m'as piégé. Cet été, c'est le retour chez Oli Energy de la gamme Cocktail et de ses 4 parfums temporaires, Daiquiri, Caipirinha, Pina Colada et Mojito. Mais vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est Oli? Non, je te demande pas, non. La moitié des viewers le savent déjà et l'autre moitié a skippé la sponsor. Ouais, mais toi, t'as pas skippé la sponsor. Bah non, la vidéo s'est lancée en automatique puis j'ai les mains dans la vaisselle là. Ah bah t'embête pas alors, j'en ai vraiment juste pour une minute. Oli, c'est donc la marque de boissons en poudre sans sucre, que ce soit des iced tea, des boissons hydratantes, des milkshakes et des energy drinks, sans taurine mais avec de la caféine cristallisée dont l'effet prolongé permet de supporter de longues périodes de rush. Par exemple quand on a une énorme vidéo à monter. Oui, ça va, on a compris. Et du coup, il y a quoi comme parfum chez Oli? Oli sort des nouvelles saveurs en permanence, on en est à 43 rien que pour la gamme énergie, donc je vais me concentrer sur les iconiques saveurs de l'été que sont les cocktails. 4 saveurs estivales disponibles pour une durée limitée, et je dois bien vous avouer que ma préférée c'est le Mojito, que j'ai allègrement déglingué l'an dernier et que je compte bien redéglinguer cette année. En plus, moi je bois pas d'alcool, donc c'est parfait pour profiter quand même des joies du Mojito. Parce que bon, c'est bien sympa les Virgin Mojito en terrasse, hein, mais payer 10 balles pour du jus de citron et du sirop de menthe, ça va bien 2 minutes. Non mais d'accord, mais moi j'ai pas envie d'acheter des grands pots sans savoir si ça me plaît avant. Eh bah ça tombe bien, Oli a tout prévu. What the fuck? Cette année, Oli propose aux curieux la Cocktail Mix Box pour tester les 4 saveurs cocktails. De quoi vous aider à choisir le ou les parfums de votre été, disponibles avec leur shaker assorti et même des petits cadeaux. Eh mais c'est pas mal du tout ton truc, c'est même très bon. Ah bah si c'était nul, j'en ferais pas la promo depuis 3 ans. Hein. Alors profitez-en avec le code promo MrFox et bénéficiez de 10% de réduction sur toutes vos commandes. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir patiemment attendu qu'elle soit prête. Sur ce, bon visionnage. En 2025, après 15 ans d'existence sur internet, la chaîne YouTube MrFox, cette chaîne YouTube, a franchi le cap des 100 000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Si aujourd'hui cette chaîne YouTube est identifiée doublage, elle a toujours été un terrain d'expression et d'expérimentation. Au début j'y ai publié une web-série un peu nulle avec une peluche, et puis ensuite des news sur mes créations de saga MP3, j'ai commencé à faire des petits sketchs, j'ai parlé de cinéma, j'ai parlé de DVD, et même après avoir choisi de faire du doublage le thème principal de cette chaîne, j'ai continué de m'exprimer et d'expérimenter sur les sujets que je voulais. J'ai pu parler de cinéma à travers des petits vlogs, des tops de fin d'année, j'ai parlé aussi de YouTube, dans des prises de parole ponctuelles, mais surtout avec le zapping YouTube et le top YouTube. Et à chaque fois, vous avez accueilli mes expérimentations et mes envies avec enthousiasme et bienveillance. Encore récemment, j'ai fait une vidéo sur les guignols de l'info et sur la marionnette de PPDA qui durait 1h30. Et alors que j'avais jamais évoqué ce sujet auparavant, vous l'avez encore une fois très bien accueilli, plébiscité, félicité, encouragé. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté comme la vôtre qui est toujours curieuse, enthousiaste et encourageante. Il n'empêche que si je vous dis que pour fêter les 100 000 abonnés, j'ai décidé de faire une énorme vidéo sur la vie et la carrière de Jean-Marie Bigard, je suis pas sûr que vous réagirez bien. On va voir. Alors non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un happening, ce n'est pas un poisson d'avril avec beaucoup de retard, c'est véritablement une vidéo storytelling pour parler de la vie et de la carrière de Jean-Marie Bigard, qui est un humoriste que je trouve très intéressant. Je l'ai découvert quand il était à son prime, à l'époque du Stade de France, alors que j'étais moi-même adolescent. J'ai rattrapé certains de ses spectacles plus anciens, j'en ai découvert des plus récents, et au fur et à mesure que j'en discutais avec des amis qui comprenaient pas trop d'où venait cette fascination, je me suis rendu compte que dans l'esprit des gens, il existait 2 Jean-Marie Bigard. Il y a le Jean-Marie Bigard des expressions, de la chauve-souris, de la valise RTL, et il y a le Jean-Marie Bigard qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Alors c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Ça, il arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Pour le dire autrement, il y a le Jean-Marie Bigard comique, un humoriste populaire des années 90-2000, dont certains sketchs particulièrement cultes ont fait les belles heures de rire et chansons. C'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. Faut pas vendre la peau de l'ours. Non, faut pas la vendre. RTL, tous les matins,
Ils appellent quelqu'un pour y expliquer qu'il a paumé 50 000 balles. Bah arrête, Jérôme, avec le riz, t'es chiant, Jérôme. Ça, c'est un grand moment de solitude. Ah, quel dommage, Madame Chambier. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Un humoriste très apprécié du public et omniprésent dans les médias, c'était le mec drôle dans Les Enfoirés, l'invité récurrent des plateaux de Thierry Ardisson, l'ami de Michel Drucker, la tête d'affiche des téléfilms de TF1, il a fait de la BD, des disques, des clips, il a joué du Molière, et surtout il montait des spectacles de plus en plus ambitieux. Ça a été le premier humoriste à remplir le palais Omnisport de Bercy, et ça reste encore aujourd'hui le seul artiste non musical à avoir rempli le Stade de France de 52 000 spectateurs. Bref, il y a cette gigastar des années 2000 que l'IFOP a sacré humoriste préféré des Français en 2004, et il y a le bigard qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Il y a ce bigard has-been, pas drôle, qui écume tous les plateaux les plus infréquentables de la télévision française pour raconter des blagues de cul à base d'agressions sexuelles, expliquer que le Covid a été créé en laboratoire, ou pousser des coups de sang grotesques qui l'ont fait devenir la risée de tout l'internet français. Il l'attrape par les hanches et il l'encule à sec. Et là, il fait... Au fil des années, ce deuxième Jean-Marie Bigard a pris de plus en plus de place dans la tête des gens, jusqu'à faire complètement oublier le premier. Et aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un de Jean-Marie Bigard, ce qui nous vient à l'esprit, c'est... Il prend le marin, il y baisse son fut comme ça la schlac et il encule. Et c'est parce que je trouve ça un petit peu injuste au regard de toute sa carrière et de tout ce qu'il a traversé dans la vie que j'ai décidé de faire une grande vidéo pour vous parler de Jean-Marie Bigard. Non, mais ne serait-ce que pour transmettre aux générations futures l'essentiel de mon message. Dieu est amour avec du latex autour. Je l'ai écrite, j'ai vu qu'elle allait durer plus de 4 heures, et je me suis dit, bon, ça me fend le cœur, mais si je veux qu'elle sorte avant l'été, il va falloir que je la découpe en plusieurs parties, quitte à ressortir une intégrale un peu plus tard. C'est con parce que j'aimais vraiment beaucoup l'idée de sortir une seule grosse vidéo de plus de 4 heures sur Jean-Marie Bigard sur ma chaîne. Bon, sachez que c'était le projet de base. Alors attention, je compte pas essayer de vous convaincre que Jean-Marie Bigard est un génie absolu de l'humour, que personne n'a rien compris à qui il était vraiment ou quoi que ce soit. Je suis là ni pour vous expliquer, ni pour analyser Jean-Marie Bigard, je veux simplement vous le raconter. Je veux vous raconter l'histoire de cet homme qui a dépensé énormément de temps et d'énergie pour prouver au monde entier qu'il n'était pas ce qu'il a fini inexorablement par devenir. J'ai attaqué du tout début, moi, pour avoir une vue d'ensemble, toi, du truc, J'ai travaillé quand même, Jean-Marie Bigard naît le 17 mai 1954 à Troyes, en Champagne. C'est le 4e enfant d'une famille modeste. Son père, Marcel Bigard, était charcutier et sa mère, Gisèle Bigard, était ouvrière dans l'industrie automobile. Quand tu es le 4e enfant d'une fratrie, qui plus est quand t'es un enfant pas vraiment désiré, c'était le cas de Jean-Marie Bigard, t'as pas énormément de pression sur tes épaules. La pression, les parents Bigard la mettent plutôt sur celle de ses 2 grandes sœurs et surtout de son grand frère, Jean-Pierre Bigard, l'aîné de la famille, qui est promis à un grand et un brillant avenir. Jean-Marie, c'est le petit dernier, il fera un petit peu ce qu'il veut, et puis si jamais il est doué à rien, c'est pas très grave, il finira pompiste, et puis voilà. Pompiste, pour préciser, c'était vraiment perçu dans les années 60 comme le métier de raté. Aujourd'hui, on dirait il finira balayeur ou caissier chez McDo. L'erreur judiciaire d'entrée, plaf! Bienvenue au monde! On va te faire aimer l'an 2000! Cet avenir peu glorieux de pompiste, on va le prédire très tôt au petit Jean-Marie qui a de gros problèmes avec l'institution scolaire. Après une première expérience en maternelle complètement traumatique, qui va lui faire sauter cette rentrée-là pour entrer directement en CP qu'il va redoubler, il collectionnera les mauvaises notes et les dernières places du classement tout le long de son école primaire. Il sera qualifié de cancre, de fainéant, de bon à rien par tous ses professeurs, à l'exception de son instituteur de CM2, Monsieur Jouvency. Alors attention, là j'installe l'ambiance cercle des poètes disparus. Voilà, ouais, parfait. Un jour de cette année scolaire, on demande à tous les élèves de CM2 d'écrire une petite rédaction sur une période de l'histoire de France. Et le lendemain, au moment de rendre les copies, Monsieur Jouvency prend la parole et dit « J'aimerais bien que Jean-Marie vienne ici nous lire son résumé. C'est le plus réussi de la classe. Tu veux bien faire ça, Jean-Marie ?» C'est la première fois qu'un enseignant le complimente et lui propose de monter sur l'estrade pour prendre la parole devant tout le monde. Jean-Marie le fait avec plaisir et lit à voix haute son devoir devant toute la classe, puis Monsieur Jouvency lui dit « Bravo Jean-Marie, c'est très bien, tu peux être fier de toi. » Alors il a l'air de rien ce petit moment de scolarité, on en a tous vécu un de ce genre.
Et pourtant, quand il se rassoit à sa place, Jean-Marie Bigard est quelqu'un de différent. D'abord, il se rend compte que il est pas plus con qu'un autre, et que s'il a envie d'être premier de la classe, il peut parfaitement le devenir. D'ailleurs, il le deviendra pendant ses premières années du collège. Mais surtout, il va prendre beaucoup de plaisir dans ce premier contact avec la scène, debout sur l'estrade, au centre de l'attention, en représentation presque, on pourrait le dire. Et ça aussi, il va le cultiver pendant ses années collège, notamment après avoir fait la découverte d'un humoriste qui va devenir un peu son mentor, son modèle, quelqu'un de qui il admet avoir tout piqué, Robert Lamoureux. Robert Lamoureux est un célèbre acteur, auteur et réalisateur, mais dans les années 50, c'était surtout un artiste de music-hall, rendu célèbre pour son ton désinvolte, ses monologues cocasses et surtout ses sketchs à tiroir. Moi, à la piscine, j'ai vu papa plonger du plongeoir de 6 mètres. Et on croyait pas que le vieux aurait eu le courage de se foutre la tête la première de là-haut. On croyait pas qu'il le ferait. Lui non plus, il a glissé sur une savonnette, Sur le ventre, il est tombé. Raf! Pas le sien, il y avait un gars qui faisait la planche dessous. 8 jours au fond, il est resté là. Ça va qu'il n'y avait pas d'eau sans ça. Hein? Il était trempé. Je peux vous dire qu'on ne fait rien de plus rapide, de plus efficace que ça. Vous avez vu les images là? Il y a un rire toutes les 5 secondes et tout. C'est lui, Robert Lamoureux, l'inventeur de l'ellipse, du gag à tiroir. Enfin, c'est lui qui disait on roulait. On avait passé la luzerne depuis un moment, on attaquait le blé noir. Hein. Oui, parce que le seigle, on l'avait fait l'an dernier. Il n'y avait pas de raison qu'on y retourne, tu vois, c'est génial. Ces textes-là, Jean-Marie Bigard les apprendra par cœur et les rejouera encore et encore, debout sur son pupitre, pour ses camarades de classe, à chaque fois que le professeur s'absentera. Et on est partis de Marseille tous ensemble, papa, maman, grand-père, grand-mère, Tout le monde, tu vois. On a même emmené des gens qu'on connaissait pas. Hein. Il y en a un, il s'est décroché à Étampes. Il gueulait, le gars, hein, il était pas content, hein. Il avait pas l'air content, moi. Il dit, c'est vrai, il dit, j'habite la Canebière, moi. C'est vrai que Étampes, la Canebière, ça fait une balade, hein, quand même, hein. Ça s'est arrangé, il s'est fait accrocher par un camion qui repartait là-bas, mais... Bon, enfin, ça s'est bien terminé. Après, il s'est fait accrocher par un camion qui repartait là-bas, mais enfin bon. Le truc, c'est qu'à trop faire le mariole, on en oublie un peu l'école. Et à nouveau, ses notes dégringolent. On recommence à le dénigrer, à le rabrouer, et notamment son grand frère qui le traite de petit merdeux et qui lui répète sans arrêt « Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Eh ben rien. Et ça lui convient très bien à Jean-Marie Bigard. Toute sa vie, il a vu son père conduire tous les matins un camion de charcutier, un métier qu'il n'a pas choisi et qu'il déteste. Il a vu sa mère s'user la santé pour l'industrie automobile qui ne la rémunère pas à sa juste valeur. Clairement, Jean-Marie Bigard, lui, il veut pas de tout ça. Il veut en faire le moins possible. Donc après avoir obtenu son BEP de mécanique générale et passé 3 ans dans un lycée technique, il se réunit avec 3 autres copains dans le petit bourg de Buchères, pas loin de Troyes, et monte une petite combine automobile. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que j'y connais rien en automobile, mais en gros, ils rachetaient des vieilles voitures traction avant de l'après-guerre à des agriculteurs de la région qui s'en débarrassaient pour 3 fois rien, ils les ramenaient dans leur petit garage à Buchères, ils les retapaient pendant le week-end, et ensuite ils les revendaient à de riches parisiens pour environ 20 fois ce que ça leur avait coûté. Alors je sais, évidemment, il y en a, ils vont dire, il se fait pas chier. Si, il y en a qui vont dire ça. Alors oui, c'est plus une combine qu'un vrai métier, il n'y a pas de réelle perspective d'avenir, mais encore une fois, Jean-Marie, le moins il travaille, le mieux il se porte. Après tout, ça reste de l'argent honnêtement gagné. Et il préférera toujours bricoler dans un garage avec ses copains que de s'abîmer au travail comme l'ont fait ses parents. Et notamment sa mère, dont l'état de santé devient inquiétant. Nous sommes en 1974 lorsqu'on diagnostique à Gisèle Bigard un cancer du pancréas en phase terminale. Et alors que les médecins évoquent les quelques semaines qui lui restent à vivre, toute sa famille se plonge dans le déni, à commencer par Jean-Marie. Pour lui, sa mère ne peut pas mourir. C'est juste impossible. Et il acquiesce en souriant lorsque celle-ci, qu'il a surpris en train de vomir du sang, lui dit « Non, t'inquiète pas, c'est que de la bile, c'est que de la bile. C'est que de la bile. » La mère de Jean-Marie meurt finalement quelques semaines plus tard, alors que Jean-Marie n'a que 20 ans. Elle ne verra jamais son succès, sa réussite, sa gloire. Et ça, c'est une blessure qui, encore aujourd'hui, reste une plaie ouverte chez Jean-Marie Bigard. Elle est fière de moi, je suis sûr et certain. Je l'appelle, je lui parle, et je me dis, mon Dieu, comment je l'aurais couvert de cadeaux.
Après qu'on lui ait annoncé le cancer de sa mère, Jean-Marie veut se reprendre en main et trouver un vrai métier, une vraie situation. C'est ce que voulait sa mère, et il n'a pas envie qu'elle quitte ce monde en ayant comme dernière image de lui celle d'un fainéant magouilleur qui n'a pas de vrai métier. Alors il se fait engager comme barman dans un des bistrots du centre-ville de Troyes, le Tricasse. Et il va faire les beaux jours de ce bistrot, puisqu'avec Jean-Marie Bigard au comptoir, la fréquentation du Tricasse augmente de manière très significative. Il y a une petite phrase dans ce milieu qui dit « Le Ricard qu'on te sert, c'est le même partout, et ce qui va te faire préférer un bar à un autre, eh ben c'est le gars qui te le sert. » Et Jean-Marie Bigard est très apprécié des clients du Tricasse. Il est sympathique, avenant, il fait des blagues, il est de bonne compagnie. Qui pourrait imaginer que derrière ce sourire et cette bonhomie se cache en réalité un être brisé, triste comme les pierres, bouleversé par une tragédie familiale et qui s'apprête à en vivre une deuxième. Au cours de l'année 1975, Jean-Marie Bigard quitte le domicile familial pour s'installer dans son propre petit appartement à Troyes. Et très sincèrement, pour lui, il était grand temps de partir. Cette maison était devenue d'un silence pesant. Il était le dernier à y vivre avec son père et les quelques conquêtes de son père. Oui, parce que quelque temps après la mort de sa femme, Marcel Bigard avait commencé, avec l'approbation de ses enfants, à faire de nouvelles rencontres pour essayer d'aller de l'avant et de ne pas s'enfermer dans le chagrin. Mais malheureusement, une des femmes qu'il fréquente pendant cette période est une femme mariée, avec un mari jaloux. Et c'est en septembre 1975 que ce mari jaloux passe à l'acte et assassine le père de Jean-Marie Bigard. Il entre dans la maison par effraction, le poignarde de nombreux coups de couteau avant de l'abattre d'un coup de carabine. Son père s'est énormément battu, débattu, défendu, a essayé de s'enfuir, ce qui fait que lorsque Jean-Marie pénètre dans la maison familiale après cette tragédie, les murs sont recouverts d'immenses traces de sang. C'est une vision qui va hanter les cauchemars de Jean-Marie Bigard pendant des mois et des années. Il raconte dans son autobiographie avoir développé à ce moment-là une peur du téléphone. À chaque fois qu'il entendait son téléphone sonner, il se disait « De qui est-ce qu'on m'annonce la mort cette fois-ci ?» Voilà. Vas-y, fais rire maintenant. Malgré tous ces drames, Jean-Marie Bigard va continuer de tenir le comptoir du Tricasse pendant encore 3 ans. Il va se noyer dans le travail et ne gardera la tête hors de l'eau que pendant les week-ends, grâce au handball. C'est pas ce qu'on sait le plus de lui, mais oui, Jean-Marie Bigard a été un joueur professionnel de handball à un niveau régional. Il a fait les belles heures de son équipe, il a rapporté quelques belles médailles, quelques trophées, il a fait la une du journal local plus d'une fois, et c'est ce goût de l'effort physique et cette compétence en la matière qui va le faire brusquement changer de carrière en 1978 pour devenir prof d'éducation physique. Compétent, le gars. Il sera pendant 3 ans un professeur très apprécié de ses élèves, et on peut voir dans certains de ses sketchs qu'il a encore quelques beaux restes du métier. Alors, je vous demanderai de ne pas courir dans les couloirs. Hein? S'il vous plaît, parce que ni d'aller me tordre les porte-manteaux dans les vestiaires, ça abuse que vous. Seulement, prof de PS, c'est un métier qui use vite. Et Jean-Marie Bigard est déjà bien usé par le métier quand il reçoit en 1981 un coup de fil. Le mec au téléphone, c'est un ancien client du Tricasse qui a été absolument charmé par le talent de barman de Jean-Marie. Il lui explique qu'il compte ouvrir une nouvelle discothèque qui s'appellera le Bleu Marine, et il veut que Jean-Marie soit, en plus de son barman, son associé. Il lui propose de travailler pour pas trop cher au début, le temps que l'affaire prenne un petit peu, et puis, quand l'établissement sera vendu, de lui donner 30% du prix de vente. Et Jean-Marie Bigard accepte. Bon, le gars, sympa le gars, hein. Le gars, mon vieux, il plonge, le gars. Alors le Bleu Marine va rencontrer un beau succès à Troyes, mais encore une fois, c'est un métier épuisant, éreintant. Et Jean-Marie Bigard, qui s'était pourtant donné comme objectif d'en foutre le moins possible après ses études, est littéralement noyé dans le travail. Un travail qui ne comble ni le vide de son cœur, ni le vide de son âme, et surtout qui n'efface pas cette série de tragédies qui s'apprête à recommencer. C'est au cours d'un après-midi de 1983 que le téléphone de Jean-Marie Bigard sonne à nouveau. À l'autre bout du fil, c'est un de ses vieux amis de Buchères, son groupe de copains avec qui il avait monté le coup des tractions avant, qui lui annonce une bien mauvaise nouvelle. Un de leurs meilleurs amis, Craco, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 29 ans.
Jean-Marie est effondré par cette nouvelle qui est la concrétisation de tout ce qu'il craignait le plus. Une nouvelle fois, son téléphone a sonné pour lui annoncer la mort de quelqu'un qu'il aime. Est-ce que ce défilé macabre permanent qui occupe sa vie va finir par s'arrêter un jour ? Il va passer son après-midi à noyer son chagrin dans l'alcool et à enchaîner les clopes. Et puis sur les coups de 22h, il va partir précipitamment pour ouvrir le Bleu Marine. Et il va partir en laissant un peu négligemment une cigarette encore allumée sur le rebord d'un cendrier qui trône sur son canapé en velours. Et quelques heures plus tard, ce n'est pas son téléphone qui sonne, mais celui du Bleu Marine. Ouais, qu'est-ce que c'est? Jean-Marie, c'est moi, parle plus fort, j'entends rien. Mon Dieu, ton appartement est en feu. Si c'est une bonne blague, merci, mais j'ai eu mon compte pour cette nuit. C'est pas une blague, les pompiers sont là, ça pète de partout. Ramène-toi vite, putain, les flammes sortent par les fenêtres. C'est une scène de désolation qui attend Jean-Marie Bigard lorsqu'il arrive devant chez lui. Il ne reste presque plus rien de son appartement. Toute sa vie, tous ses effets personnels, tous ses souvenirs, tout ce qu'il possédait sur cette terre n'est désormais plus qu'un tas de cendres. Face à une telle série d'événements tragiques où le sort semble s'acharner, certains pourraient être traversés par des idées noires, morbides. Mais pas Jean-Marie Bigard. Jean-Marie, il a une illumination. Ça peut sembler surprenant pour quelqu'un qui ne connaît Jean-Marie Bigard qu'en surface, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça quand on creuse un peu le sujet de qui il est. Jean-Marie Bigard est beaucoup de choses, bien sûr, mais quelque chose qui le caractérise et le définit profondément en tant qu'être humain, quelque chose qu'on peut ressentir dans tout son travail, et parfois de manière affichée, et parfois sans qu'on arrive vraiment à mettre le doigt dessus. Jean-Marie Bigard est croyant. Alors je me doute que, étant donné l'image publique du bonhomme, ça pourra en étonner certains. Et pourtant, c'est la vérité, Jean-Marie croit avec ferveur, passion et sincérité au karma, au destin et à Dieu. Un Dieu qu'il décrit globalement comme le Dieu chrétien, mais avec une ouverture à d'autres formes de spiritualité, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, et avec une certaine retenue vis-à-vis du dogme catholique. Mais surtout, il fait partie de ces gens, peut-être que vous en connaissez dans votre entourage, qui, face à une épreuve difficile, face à un événement tragique, essayent de décoder et de comprendre le message que Dieu leur envoie. Ce soir-là, devant sa maison en cendres, après avoir perdu en quelques années sa mère, son père, son meilleur ami et tout ce qu'il possédait, Jean-Marie Bigard distingue enfin très nettement le message que Dieu essaye de lui transmettre. Troyes est une terre stérile. Il n'y poussera jamais rien. Pars donc ailleurs planter tes racines, maintenant qu'ici, plus rien ne te retient. Bon, là, j'avoue, c'est moi qui me suis un peu enquiquiné à trouver une belle formulation qui fasse un peu message divin, mais il n'empêche que pour Jean-Marie, c'est clair. Il n'a plus rien à Troyes. Plus de famille, plus de maison, plus d'effets personnels, plus rien. On lui a retiré toutes ses chaînes, toutes ses attaches. Et c'est ce soir-là que Jean-Marie Bigard décide de quitter Troyes une bonne fois pour toutes et de monter à la capitale pour devenir humoriste. Alors évidemment, il part pas à Paris dans la seconde, il y a un certain nombre d'affaires à régler avant. Donc il s'installe chez son copain Gégé, à Buchères. Pendant quelques mois, il va faire de cette maison son QG. Il va y organiser de nombreuses fêtes avec sa bande de copains et de copines, pour oublier un peu son malheur, mais il va aussi planifier son voyage sur Paris. Et il a déjà à ce moment-là un objectif bien précis, le théâtre de Bouvard. Pour bien comprendre l'importance qu'a le théâtre de Bouvard à cette époque-là, il faut se replonger un petit peu dans le contexte de 1983. Au début des années 80, en France, la télévision, elle est surpuissante. Il n'y a que 3 chaînes et tout le monde les regarde. À l'époque, passer à la télé, c'est le sésame, le ticket d'or, le passeport tout frais compris pour la gloire, la fortune et la célébrité. Et c'est dans cet environnement télévisuel qu'existe le théâtre de Bouvard, une émission de music-hall qui est là pour faire découvrir de nouveaux talents comiques. Du coup, pour les humoristes en devenir, passer au théâtre de Bouvard,
Bouvard s'est assuré son avenir de manière quasiment certaine. Et c'est vrai qu'il y a, rétrospectivement, énormément de comiques très connus et reconnus qui sont passés dans le théâtre de Bouvard. En plus, cette émission, elle était vraiment hyper populaire, tout le monde la regardait, et notamment Jean-Marie Bigard, donc pas étonnant qu'il fasse une fixette là-dessus. Parce que Jean-Marie, ça fait des années que tout le monde lui dit qu'il est très drôle. On lui disait au collège, on lui a dit quand il était barman, quand il était prof de PS, du coup oui, forcément, il a envie d'en faire son métier. D'autant plus qu'il a fait une première tentative sur les planches du Bleu Marine à l'occasion d'une soirée café-théâtre, et que ça lui a beaucoup plu. Donc pour lui, c'est décidé, il va passer au théâtre de Bouvard. Et pour y parvenir, il va s'associer à un autre collègue troyen, qu'il a rencontré justement à cette scène ouverte au Bleu Marine, un collègue qui lui aussi a envie de monter à la capitale pour devenir humoriste, Jean-Christophe Le Texier. Alors c'est un nom qui vous dit peut-être rien, et pourtant il a eu une belle carrière en tant qu'humoriste et animateur télé, sous le pseudonyme de Tex. Salut, brother. Ça va? C'est donc depuis Buchères, mais tourné vers Paris, que Jean-Marie Bigard et Tex vont mettre au point et peaufiner un premier sketch qu'ils pourront présenter au casting du théâtre de Bouvard. Et c'est un sketch qui prend place dans une voiture. Alors pour préciser rapidement le contexte encore une fois, au début des années 80, le constructeur automobile Renault sort sa nouvelle voiture, la Renault 11. Un véhicule très moderne qui intégrait dans certains de ses modèles un ordinateur de bord avec une synthèse vocale. Oui, vraiment, dans les années 80, vous pouviez avoir une voiture qui vous disait à voix haute « portière mal fermée, ceinture mal attachée, panne moteur, manque de carburant, etc. etc. » Niveau correct. Pression des pneus satisfaisante. Autonomie 350 km à 90 km/h. Pas de nécessité d'une révision vidange avant 2700 km. Les fonctions sous contrôle ne présentent pas de défaut. Alors ça a pas duré très longtemps comme mode, parce que les gens en ont très vite eu plein le cul, mais bizarrement ça a continué pendant des années à servir de base à plein de gags chez plein d'humoristes. Et c'était justement la base du sketch de Bigard et Tex, et si l'ordinateur de bord s'engueulait avec le conducteur. Moi, si j'aurais su, j'aurais gardé ma 2 chevaux. Hein. Si j'avais su. Ah, parce qu'on peut pas lire? Non. Bah, moi, je dis toujours ça avec... Non. Bah, écoute, ta gueule. Une fois le sketch bien au point, Jean-Marie et Tex montent à la capitale pour présenter au casting du théâtre de Bouvard le fruit de leur travail. Le sketch fonctionne très bien, toute l'équipe se marre et on finit par les sélectionner en leur disant bravo, bien joué, on tourne ce week-end et l'émission sera diffusée dans le courant de la semaine. Évidemment pour Jean-Marie c'est la consécration. Ça y est, il y est enfin arrivé. Il appelle sa famille, il appelle ses copains, il appelle tout le monde, il leur dit matez bien la télé la semaine prochaine parce que je passe dans le théâtre de Bouvard. Vous la sentez venir la couille. Moins d'une demi-heure avant le tournage, alors que Bigard et Tex répètent leur sketch sur le plateau, Philippe Bouvard réclame brusquement un changement de mise en scène. Celui du dessous, on doit pas le voir puisqu'il est sous le capot. Cachez-le sous une couverture. Ah, ça pue là-dedans. T'as pété un joint ou quoi? Ouvre-moi la vitre. Oh, tu pues comme un diesel. Non, bip, Je pue comme quoi? Comme un turbo. Oh. Ah, dis donc, t'es susceptible, toi. Alors, je comprends pourquoi il a fait ça. C'est vrai que si on voit physiquement le comédien qui est censé incarner une voiture, ça fait un peu spectacle de kermesse et ça peut flinguer le sketch. Donc je comprends la logique comique derrière ce choix. Mais le résultat, c'est que non seulement on ne verra à aucun moment Jean-Marie Bigard de tout le sketch, mais on ne le verra ni avant ni après le sketch. Ce soir-là, pour le public du théâtre de Bouvard, Jean-Marie Bigard n'est qu'une voix sous une couverture. Clairement, c'est pas très engageant comme début de carrière. Mais Jean-Marie ne baisse pas les bras. En plus de jouer ponctuellement dans les sketchs des autres, il va lui-même écrire d'autres sketchs qu'il va présenter, qui sont refusés. Alors il en écrit d'autres meilleurs, qu'il va représenter, qui sont refusés. Il se déchire pour en écrire d'autres encore meilleurs, qui sont à nouveau refusés. Si bien qu'au bout d'un moment, il se dit « Oh, c'est moi ou juste Bouvard, il peut pas m'encadrer ?» Oui, c'est ça, ouais. C'est exactement ça, c'est ça. Bouvard peut pas t'encadrer. C'est d'ailleurs au cours d'un de ses castings que Philippe Bouvard va demander à parler à Jean-Marie Bigard. Il va le prendre un petit peu à part, et puis il va lui dire « Vous êtes un bon auteur, Bigard, mais vous feriez mieux d'écrire pour d'autres comiques. Parce que quand vous parlez, je sais pas si vous avez remarqué, l'ambiance retombe. » Vu le froid que ça a acheté, là, là. Imagine, t'es un apprenti humoriste et tu te prends un uppercut pareil en pleine gueule.
Alors Jean-Marie, il encaisse le choc, mais il se laisse pas abattre. Il se dit que s'il plombe l'ambiance, soi-disant, c'est peut-être parce qu'il a aucune expérience du théâtre, aucune expérience de scène. Et c'est vrai que la plupart des autres participants du théâtre de Bouvard ont une expérience, au moins celle des cafés-théâtres. Alors Jean-Marie va écrire avec un de ses amis une pièce de théâtre baptisée « Pièce détachée ». Plus qu'une vraie pièce, c'est plutôt une série de petits sketchs écrits pour 3 comédiens et que Jean-Marie Bigard va jouer pendant quelques années au théâtre du Point-Virgule. Alors certes, ils font pas beaucoup de spectateurs, mais au moins il apprend petit à petit à la le métier de comédien. Faut aller au café-théâtre, faut aller au Point-Virgule. C'est là que les artistes démarrent. Il commence aussi une psychanalyse cette année-là pour essayer de démêler un petit peu ce que les drames familiaux successifs ont noué en lui. Et pendant ce temps-là, le théâtre de Bouvard, il perd un peu de sa superbe, il perd un peu en popularité, et déjà on commence à parler d'une nouvelle émission dans la même veine qui s'appellerait La Classe. Là encore, c'est une émission comique présentée par Fabrice avec un pool d'humoristes et d'auteurs assis dans une fausse salle de classe qui écrivent des sketchs et jouent dans ceux des autres dans une ambiance conviviale et bon enfant. C'est quand même autre chose que Téléchat. Ah, Téléchat, jamais sur ma chaîne, hein. Là encore, c'est une émission qui va faire émerger de nouveaux talents, une chance pour les comiques en devenir, et cette chance-là, Bigard, il ne compte pas la laisser passer. Il est déjà suffisamment en colère de s'être fait dégager du théâtre de Bouvard, donc là c'est clair et net, il intégrera la classe et ce sera le début de sa carrière. C'est non négociable. C'est donc en 1987 que Jean-Marie Bigard se rend aux auditions de cette fameuse émission. Il y découvre de jeunes humoristes en devenir, de jeunes auteurs et de nombreux sketchs, dont un qui va particulièrement lui taper dans l'œil et qui s'appelle Bravo les mecs. Robert, tu m'écoutes quand je te parle, Robert. C'est pour m'emmerder que tu as marqué un but contre ton camp. Hein? Je t'écoute, Robert. Hein? Tu as pas fait exprès? Tu t'excuses. Ah oui. Ah, tu voulais passer la balle au gardien. Ah oui. Bah, t'appelles ça une passe, toi. Tu l'as fusillé à bout portant, mon vieux. Bravo les mecs, c'est un petit sketch sans prétention autour d'un entraîneur de foot qui engueule son équipe à la mi-temps, mais qui fait énormément rire Jean-Marie Bigard, qui veut à tout prix rencontrer son auteur. Et l'auteur de ce sketch, qui va devenir un des partenaires d'écriture privilégiés de Jean-Marie Bigard, mais aussi un de ses plus proches amis, c'est Laurent Baffy. Et il m'appelait tous les jours, et moi je disais, mais c'est quoi ce lourdeau qui me harcèle? Je le fuyais un peu, et puis il est venu à la maison, et il n'est plus jamais reparti de la maison, quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Marie et Laurent se sont bien trouvés. Leur humour est très compatible, et ils se mettent à écrire ensemble plein de sketchs tous plus formidables les uns que les autres, et qui sont tous refusés à la classe. Et là, Jean-Marie, il commence sérieusement à en avoir marre. Il commence à en avoir marre parce qu'il voit des sketchs moins bons que les siens acceptés, et il voit le train du bonheur lui passer sous le nez comme était passé le train du théâtre de Bouvard. Et ça le rend malade parce qu'il sait qu'il est le meilleur. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, mais admettons t'es le meilleur. Quand tu es le meilleur, quand objectivement tu es conscient d'être plus doué que les autres, mais que tous les autres sont pris et pas toi, qui est le plus susceptible de t'aider ? Bah ton psy. C'est littéralement son travail, ce genre de situation. Du coup, Bigard en parle à son psy. Il s'énerve, il dit « Putain, c'est un scandale, je comprends pas, je leur écris des sketchs tous plus drôles les uns que les autres, je vois des mecs moins bons que moi qui sont pris, moi je suis pas pris, l'émission c'est un carton et j'en profite pas, pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on me prend pas, bordel de merde? Ça me gonfle, c'était déjà comme ça à l'époque au handball, on me prenait pas alors que j'étais un meilleur joueur que tous les autres, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ça me pète les couilles, c'est toujours comme ça me pète les couilles !» C'est difficile de trouver les mots face à quelqu'un qui est dans cette dynamique-là. Et pourtant, son psychiatre va les trouver. Tu crois que tu demandes, Jean-Marie. Mais en réalité, tu exiges. Tes yeux, ton sourire, ton cœur, tout ton être hurle « Prenez-moi, bande d'abrutis, vous ne voyez pas que je suis le meilleur ?» Bande d'enculés, ouais! Cela s'appelle de la toute-puissance. Et quand tu arrives quelque part en toute puissance, même la personne la mieux intentionnée à ton égard a envie de te mettre la porte dans la figure. Mais pourquoi, puisque je suis le meilleur? C'est pas le meilleur qu'ils veulent pour leur émission? Ils aimeraient que tu leur laisses la place de choisir, Jean-Marie. Mais toi, tu leur ordonnes de te dire oui. Ils ont bien compris à ton attitude que pas une seconde tu n'as envisagé qu'ils pourraient te dire non. Tu leur ordonnes de te dire oui, et s'ils le disent, ils n'auront fait que leur devoir à tes yeux. Tu ne leur donnes pas le sentiment qu'ils pourraient te récompenser, te faire plaisir. Cette émission, c'est entendu, tu as très envie de la faire. Tu penses qu'elle contribuerait largement à te faire connaître, j'ai bien compris. Peut-on néanmoins envisager l'hypothèse que ta vie pourrait continuer sans cette émission? Tu veux dire en continuant à ronger mon frein sans qu'il se passe rien? Non, en regardant ailleurs, en acceptant tout doucement l'idée que tu n'es peut-être pas obligé de la faire, cette émission, qu'il pourrait se présenter dans les mois à venir d'autres opportunités.
Ce soir-là, les mots de son psy ont fait mouche, et Jean-Marie Bigard est foudroyé par l'évidence. Oui, il peut survivre sans la classe. Oui, il peut avoir une belle carrière sans passer par cette émission. Oui, il peut trouver un autre chemin pour faire parler de lui. Lui qui attendait depuis des mois d'être pris à la classe, pas qui espérait d'être pris, qui attendait d'être pris comme une évidence qu'il le serait, il accepte enfin, pour la première fois, l'idée de ne pas être dans la classe. Et le soir même... Ah Jean-Marie, on parlait de toi cet après-midi. Dis donc, ça fait quelques jours qu'on t'a pas vu, non? Ça te dirait de passer demain nous montrer ce sketch qui nous avait fait tellement rire? Le lendemain matin, Jean-Marie Bigard retourne aux auditions de la classe avec son sketch sous le bras. Cette fois-ci, son objectif n'est pas de faire admettre l'évidence qu'il doit être pris parce que c'est là qu'est sa place, mais tout simplement de s'amuser à jouer ce texte dont il est fier, avec l'espoir d'être, peut-être, pourquoi pas, retenu pour l'émission. Et alors que le texte de son sketch n'a pas bougé d'une seule virgule depuis son dernier casting, c'est ce jour-là qu'il intègre la classe. Je vais faire un petit truc sur les stages de survie. Vous savez que ça revient plein à la mode. Oui, c'est bon, ça, c'est bien. Très bon. Alors, comment ça se passe à peu près, hein? Bon, alors, les gars, ça fait 5 jours maintenant qu'on passe dans la forêt ensemble. Alors, on va s'arrêter parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous signaler, hein? Bon. Nous sommes en 1987 et la carrière de Jean-Marie Bigard démarre enfin. L'émission lui apporte évidemment de la notoriété, mais surtout de l'expérience, puisqu'avec son collègue Laurent Baffy, ils doivent coécrire 8 sketchs par semaine. C'est beaucoup, 8 sketchs par semaine. Mais heureusement, avec Laurent Baffy, ils ont développé une mécanique de sketch déclinable à l'infini, les briefings. J'ai arrêté les briefings en disant « Les gars, j'ai pris des notes, je les ai réunies parce que ça va pas !» Ouais, ils le font encore, les gens. Vous vous souvenez du sketch de Laurent Baffy, Bravo les mecs? Avec l'entraîneur qui engueule son équipe? Bah au fond, on peut bien engueuler qui on veut. Bon alors les gars, j'en ai tenu des cornes de 10. Alors t'es comme ça, là ça va pas du tout les gars. Alors ça va pas non plus dans ce commissariat, Charpentier. Je sais que tu es nouveau ici, Charpentier. Alors laisse-moi te rappeler un truc. Charpentier, tout ce qui est basané est pas forcément mauvais, Charpentier. Charlie, tu nous laisses des empreintes dans le sable. Tout le monde nous demande s'il n'y a pas un kangourou en liberté dans le camping. Qu'est-ce que tu dis, Josiane? Ça te dégoûte, les chenilles? C'est très bon, les chenilles. Ça croque sous la dent, le jus est délicieux. Je sais que tu es pas la reine du tire-fesse, Jacqueline. Hein? Mais quand tu tombes, lâche la perche, Jacqueline, s'il te plaît. Hein? C'est un modèle de sketch bien conçu qui va taper dans l'œil de plusieurs de ses camarades de classe, et notamment d'un jeune auteur et humoriste avec qui Jean-Marie va devenir très ami, Pierre Palmade. Pierre Palmade va pas mal se réapproprier ce schéma, et d'ailleurs vous pouvez vous amuser chez vous à retrouver la mécanique des briefings dans ses textes. Vous verrez, il y en a des connus. Des sketchs écrits par Palmade avec une personne en charge d'un problème et qui engueule successivement tous les membres d'une... tablée. Bon, Françoise, ça va? Toi, c'est clair dans ta tête, tu te rappelles? Alors, Françoise, entrez. Camembert, tu suis, c'est un bonheur. Entrez! Pleure pas, et allez, le chien, là aussi, allez. Ne pleure pas, arrête, hein, je t'agresse pas, je sais ce que t'as bouffé. Bref, les choses vont enfin mieux pour Jean-Marie Bigard, et il se dit qu'après 4 ans de pièces détachées, peut-être que le temps est venu d'écrire et de mettre en scène son premier spectacle solo. Un spectacle qu'il coécrit sans surprise avec Laurent Baffy et qu'il présente à l'affiche du Point Virgule en 1988. Un spectacle dont il n'existe hélas aucune captation, mais dont il nous reste l'affiche dessinée par Wolinski et le titre « Bigard, vous avez dit Bigard ». Ce premier spectacle rencontre un petit succès parisien et devient donc logiquement le point de départ d'un deuxième, coécrit cette fois-ci avec Pierre Palmade. Ce spectacle s'intitule « Oh ben oui », il démarre en 1990 au Café-Théâtre du Splendide, et pour notre plus grande joie, il a bel et bien été capté. Et si vous avez une fois dans votre vie allumé Rire et Chanson, vous connaissez forcément un de ses sketchs. J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Si vous voulez faire découvrir Jean-Marie Bigard à quelqu'un qui en a une mauvaise opinion, le spectacle à lui montrer, à mon avis, c'est Oh ben oui. C'est son spectacle le plus accessible, le moins vulgaire, le moins porté sur la chose, ce qui a poussé certaines personnes à dire que c'était le spectacle le moins Bigard de Bigard. Et là-dessus, je suis pas vraiment d'accord. Alors clairement, on sent l'influence de Palmade dans l'écriture. Il y a des sketchs qui font vraiment très Palmade, notamment la photo de mariage, et toute sa dynamique de parler à des gens qui sont pas là en répétant ce qu'ils disent. Vous êtes gentils les enfants, descendez pas plus, on fait la photo maintenant.
Ah, il y a encore des gens dans l'église? Je me suis pas occupé de toi pendant la soirée? Bah évidemment tu faisais la gueule. Tu parles à qui? Que gueule? Personne là. Là, y a personne. Qu'il n'y aurait personne ici. Alors là, c'est pour du cap, il est dans sa marine. Là, y a personne là. Comment? Que y a? Quoi Catherine? Quoi j'ai dansé? Quoi toi? Quoi je l'embrassais? Quoi un préservatif? Quoi, il y a des gens importants dans l'église? Que je délire. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tiens, je crois que tu as la Pierre Palmadi. Que j'aurai la Pierre Palmade. De quoi? Il a la Pierre Palmadi. Mais cette mécanique-là, même si c'est devenu la spécialité de Pierre Palmade, c'est pas lui qui l'a inventé. Bigard et Baffy eux-mêmes s'en servaient déjà dans les briefings. Et d'ailleurs, au fond, la photo de mariage, c'est un peu une sorte de briefing. Bon, Philippe, il y a autre chose, il y a pas que le mariage, Philippe. T'as pris un PV avant de venir ou quoi? Bah Michel, on se demande si tu vas nous pourrir l'existence pendant longtemps encore, Michel. Et puis ce spectacle nous laisse observer la naissance de certaines mécaniques qui deviendront caractéristiques de tous les spectacles de Bigard, et notamment les nombreuses interactions avec le public. On aura l'occasion d'en reparler, mais Jean-Marie Bigard, il adore son public, et il adore en faire son complice. Et dans ce spectacle, il y a des moments de complicité qui sont tout simplement magiques. Je pense que toutes les personnes qui ont vu ce spectacle en DVD ou en cassette gardent encore dans un coin de leur tête le nom de Philippe Feuillebois. Philippe Feuillebois, vous êtes actuellement au Splendide Philippe Feuillebois. Alors, Philippe Feuillebois, comment est l'ambiance au Splendide Philippe Feuillebois? Comment est l'ambiance Philippe Feuillebois? Bonne Jean-Marie Bigard, s'il te plaît. Salaud. Yeah. Mais le sketch le plus culte de ce spectacle, ça reste quand même le sketch de la chauve-souris, qui est devenu un vrai classique de l'humour. Alors moi, je suis pas curieux, mais j'aurais quand même bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Le grand paradoxe de la chauve-souris, c'est que c'est un des sketchs les plus cultes et les plus célèbres de Jean-Marie Bigard, alors que c'est potentiellement le moins vulgaire. Bon, mais admettons, arrive une chauve-souris, enragée. Elle est là, elle bave, elle est enragée. Bon, hop, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, elle trifouille, elle cherche. Si, monsieur, quand elles sont enragées, elles cherchent quand même, hein. Il n'y a aucune blague de cul, ni même aucune allusion sexuelle, quasiment aucune grossièreté, et pourtant c'est un des premiers noms qui vient quand on demande de citer un sketch de Jean-Marie Bigard. Bon, elle arrive sur le palier. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va frapper à ma porte? Il y a 4 appartements sur le palier. Bon, elle frappe à ma porte. Bah, j'ai pas le pot, hein, jusqu'à maintenant, hein. Parce que là, manifestement, c'est moi qui veux mordre, hein. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire que c'est le spectacle le moins Bigard de Bigard, j'ai envie de leur répondre bah ouais, mais quel Bigard? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la vidéo, j'ai expliqué qu'il y avait 2 Bigards. Ah oui. Gardez ça dans un coin de la tête. Alors, qu'il arrête, hein, l'autre, là, avec ses chauves-souris, hein. J'ai peur des chauves-souris. Ce second spectacle est un triomphe pour Jean-Marie Bigard, qui remplit le théâtre du Splendide tout le long de l'été 1990. Mais surtout, il assure à Jean-Marie une stabilité financière qui va lui permettre de s'installer plus durablement sur Paris. Ça va aussi être l'occasion pour lui de prendre quelques vacances, puisque un de ses camarades de la classe, un certain Vincent Lagaffe, lui propose de l'accompagner à l'inauguration d'un nouveau club méditerranéen sur la Côte d'Azur. Le deal qu'on leur propose à ce moment-là, c'est des vacances de luxe tout frais payés, en échange de 1 ou 2 représentations de leur spectacle pendant le séjour. Un deal qui était plutôt courant à l'époque et qui a notamment permis à la troupe du Splendide de découvrir cet univers touristique du Club Med et d'en tirer une pièce de théâtre qui deviendra plus tard le film Les Bronzés. Et je vous renvoie là-dessus à la vidéo de Calmos consacrée au sujet, qui est une vraie réussite. Jean-Marie Bigard accepte l'invitation et passera donc une partie de l'été 1990 au Club Med d'Opio, un séjour durant lequel il va rencontrer une jeune danseuse brésilienne, membre d'une troupe venue du cabaret Le Paradis Latin pour animer certaines soirées du club. Elle s'appelle Claudia, et Jean-Marie en tombe désespérément amoureux. Il ne manquera pas une seule représentation de sa troupe, et une fois revenu sur Paris, il n'aura plus qu'une seule idée en tête, la revoir. Hélas, c'est une idylle complexe. Sa mère habite à New York, son père au Brésil, et son visa en France n'est que temporaire. Il faudra bien qu'elle reparte. Mais Jean-Marie ne veut pas la perdre, elle qui fait vibrer son cœur comme jamais il n'a vibré. Alors Jean-Marie prend son courage à 2 mains, et il la demande en mariage. Et elle dit oui.
C'est donc le 4 février 1991, devant tous leurs amis rassemblés, qu'ils se marièrent et vécurent heureux et... Pourtant, ils en veulent des enfants. C'est le centre de toutes leurs discussions pendant leur voyage de noces en mai 1991. D'ailleurs, pour préparer le terrain, on a prescrit à Claudia une hystérosalpingographie qu'elle va réaliser à l'hôpital de Saint-Tropez où ils passent leur voyage de noces. Est-ce que l'équipe médicale était mal préparée ? Est-ce que le matériel était mal stérilisé ? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est au cours de cet examen, pourtant sans risques apparents, que Claudia contracte une septicémie. Lorsqu'elle sort de l'examen, elle dit se sentir anormalement affaiblie, et rapidement elle se plaint de violentes douleurs dans le ventre. Puis, elle est frappée d'une forte fièvre. Ramenée en urgence à l'hôpital, elle finit par sombrer dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Jean-Marie va passer plusieurs jours à l'hôpital, allongé près de sa femme, sans jamais lui lâcher la main. Elle qui a accepté de partager sa vie, elle qui fait vibrer son âme, elle qui, après tant de tragédies, lui apporte enfin le bonheur. Il ne laissera pas la grande faucheuse la prendre, elle. Ce serait trop injuste. Elle frôlera la mort de très près, mais sortira finalement de son coma, très affaiblie. Elle ne pourra plus jamais danser, et à moins d'une fécondation in vitro, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Je pense que vous comprenez mieux désormais pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo sur Jean-Marie Bigard. Il a eu une carrière exceptionnelle, unique et très intéressante à analyser, mais il a eu aussi une vie incroyable, qu'on croirait sortie d'un roman. S'il y a des réalisateurs en herbe qui cherchent un biopic à faire, ne cherchez plus. Alors je vous épargne le concours d'euphémisme à base de « c'est un moment très difficile, c'est un tourment dans la vie du couple ». Je pense, vu la description que j'en ai faite, que vous avez compris l'idée. Par contre, c'est vraiment une épreuve qui va souder durablement Jean-Marie et Claudia. Et même si le couple finira par se séparer et par divorcer en 2011, ils resteront et restent encore aujourd'hui un couple uni par des douleurs communes, des drames familiaux et une épreuve qui va les changer à tout jamais. C'est au milieu de cette série d'événements que Jean-Marie est recontacté par le Palais des Glaces de Paris qui souhaite accueillir son prochain spectacle. Le timing n'est vraiment pas optimal, mais Jean-Marie a peur du vide abyssal dans lequel il pourrait tomber s'il arrête de courir. Parce qu'il sait que s'il tombe, il ne se relèvera pas. Alors il se jette sur l'occasion pour replonger dans le travail comme il l'avait fait 15 ans plus tôt pour fuir les drames de sa vie. Il va falloir faire rire pour ne pas pleurer. Il va falloir faire rire pour ne pas mourir. Alors après, il y a plein de trucs drôles, hein, c'est pas ça la question. Notamment, il y a un ours qui encule un lapin à un moment donné. Si, c'est sympa parce qu'il reste coincé, alors il y a un castor qui arrive après, enfin... Il y a plein de trucs drôles après. Seulement la grosse connerie du départ, celle qui dépouille tout le monde, celle-là, je l'ai pas. Alors je sais, j'ai dit au début de la vidéo qu'il y avait 2 Bigards, mais malgré son titre un petit peu ambigu, ce 3e spectacle n'est pas l'acte de naissance du 2e Bigard. Non, c'est toujours le même Jean-Marie, celui de Oh ben oui, qui nous propose un nouveau spectacle coécrit avec Laurent Baffy et François Rollin. Un spectacle où il va essayer de trouver son ton à lui, quelque chose qui le distingue des autres comiques. Ce ton, il va le trouver, il va l'affirmer et il va même l'assumer, c'est le vulgaire. Vous avez vu à la télé, ils essayent de faire du vulgaire. Ils savent pas le faire. Ils ont un spécialiste. Ils me demandent pas. À titre personnel, je ne trouve pas que ce spectacle soit beaucoup plus vulgaire que le précédent. En revanche, il est plus grossier. C'est dans ce 3e spectacle que Bigard va commencer à dire des mots comme bite, couille, poil, enculé, trou du cul. Mais tous ces mots-là, il ne les balance pas au hasard, gratuitement. Il choisit très soigneusement le moment où il les place pour qu'ils fassent mouche et qu'ils fassent rire. Et ça, c'est pas de la vulgarité, c'est de la grossièreté. Et c'est un art très subtil. Sur le sujet, il y a une vidéo très réussie des gars de Calmos, encore une fois, qui explique comment cuisiner, car il s'agit véritablement de cuisine, un bon ta gueule. Quelqu'un qui dit ta gueule, c'est pas drôle en soi. Ta gueule. Par contre, si le ta gueule intervient précisément au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon, ça peut être dévastateur. Ta gueule. Ça peut être complètement involontaire. Ta gueule! Ou simplement le brio de son interprète. Oh mais ta gueule, toi, ta gueule! Ta gueule!
mais c'est plus souvent le produit d'une minutieuse mise en place. Toi, t'es pas content de me voir? Ta gueule! Et c'est dans ce troisième spectacle que Bigard va se mettre au fourneau et essayer de maîtriser parfaitement l'art subtil et délicat de la grossièreté. Vous iriez dire, par exemple, la jeune fille pratiquait sur moi une fellation quand je n'ai pu contenir une émanation gazeuse qui l'a fortement incommodée? Bien sûr que non, vous n'allez pas le dire. En plus, c'est même pas la vérité c'est qu'elle y faisait une pipe et qu'il y a pété à la gueule. Il le fait parce que c'est un langage qu'il maîtrise parfaitement, grâce à son parcours de barman notamment, et parce qu'il pense que c'est la meilleure façon d'évoquer certains sujets complexes, intimes, et pour lesquels il faut mettre, selon lui, les pieds dans le plat. On va me dire vulgaire, mais c'est vrai l'éjaculateur précoce? Bah moi je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser souffrir? Tout seul? Avec son boulet? Avec qui il va en parler, le gars, si moi j'en parle pas? Hein? Avec qui? Je suis pas d'accord pour laisser souffrir des gens. Eh ben, puisque personne veut le faire, le vulgaire, eh ben, moi je m'y recolle, bordel, la cul de putain de merde. Évidemment, ça va lui attirer quelques ennuis, mais c'est une position qu'il est prêt à défendre et à défendre publiquement. Par exemple, c'est dans ce spectacle qu'il va parler un petit peu de politique, avec des mots très grossiers, mais judicieusement choisis. Eh ben, moi je vais vous dire ce que je pense, en gros, de la politique. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'à gauche, il y a les gentils, et à droite, il y a les méchants. Quand on sait qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, être un enculé. On peut dire autrement, on peut dire un gars qui se laisserait aller à des malversations, ou toi qui gaulerait un peu de pognon pour protéger un pote avec une fausse facture, Enfin, on va dire enculé, hein. À mon avis, on va gagner du temps. Alors, moi je dis qu'à ce moment-là, vaut mieux être un enculé de droite qu'un enculé de gauche. Bah oui, parce que l'enculé de droite, lui, il a un petit peu prévenu au départ. Alors ce mot-là, enculé, il est choquant. Et il a choqué un certain nombre de gens à l'époque, notamment le président de la République d'alors, François Mitterrand. Un président tellement chonchon qu'il va envoyer son ministre de la Communication à l'Assemblée nationale pour s'exprimer sur le sujet. Et le choix des mots n'était pas vraiment du même niveau. J'ai tout comme vous été choqué par certaines des émissions que vous avez citées, mais sur lesquelles il ne m'appartient pas de revenir. Une émission de variété au cours de laquelle le personnel politique était divisé en deux grandes catégories d'hommes, les sodomisés de droite et les sodomisés de gauche. Chacun emploiera le mot qui était réellement employé, n'a pu qu'être horrifié par ce genre de mœurs. Oh là 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 là. Non mais, je suis d'accord que le mot enculé, il est choquant. Mais vouloir l'euphémiser en le remplaçant par le mot sodomiser, c'est encore plus choquant. Et c'est à cette occasion que Jean-Marie Bigard s'affirme en tant qu'auteur au texte vulgaire certes, mais pas anodin, en venant défendre son sketch dès le lendemain à l'antenne. Déjà, il déforme le propos. Moi, j'ai bien dit enculé, je maintiens. C'est pas la même chose. Sodomisé, c'est très différent. J'ai regardé, moi, dans ma grande encyclopédie, alors enculé et enculé et c'est marqué expression populaire qui vise à montrer le mépris qu'on a de quelqu'un. Point. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de pénétration ni de coït anal quelconque. Par contre, dans sodomiser, c'est la bistouquette dans le trou de balle, c'est très moche. Faut pas dire ça à l'Assemblée, c'est très moche, c'est très vulgaire. Mine de rien, en voulant créer une petite polémique à partir de pas grand-chose, François Mitterrand va offrir un sacré coup de pub à Jean-Marie. Le nouveau Bigard est un beau succès qui va lui permettre de faire sa première tournée dans toute la France, où son spectacle va se bonifier, s'affiner, pour finalement se conclure à l'Olympia, dans une version agrémentée de quelques succès passés, et commercialisée sous le nom Bigard Intégral. Donc faites gaffe si vous voulez acheter les DVD, Bigard Intégral a un côté un petit peu doublon avec le nouveau Bigard. J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Jean-Marie est désormais un humoriste célèbre et riche. Et ça, il aimerait bien en faire profiter sa famille. D'ailleurs, ça tombe très bien, il vient de monter sa propre société de production et il cherche quelqu'un d'intelligent et de fiable pour la gérer. Ses précédents spectacles ont été coproduits par Jimmy Levy et Claude Fournier, et même s'il a beaucoup appris à leur contact, ils se sont quand même fait pas mal de thunes sur son dos. C'est donc tout naturellement que Jean-Marie propose à son frère, Jean-Pierre Bigard, la direction de JMB Productions. Il lui propose avec d'autant plus de plaisir qu'il s'était pas mal éloigné ces dernières années. Jean-Pierre accepte la proposition et c'est donc en toute sérénité et bien entouré que Jean-Marie peut préparer son 4e spectacle. Un spectacle qui sera entièrement dédié
à la culture. C'est que cet été, l'été qu'on vient de passer, pour la plupart d'entre vous, vous, pendant que vous vous pavaniez sur les plages, vous savez ce que j'ai fait, moi? J'ai appris la culture. Oui, la culture. Il faut savoir que déjà en 1995, Jean-Marie Bigard est conspué par une grande partie de la presse culturelle française, et notamment les grands prescripteurs du bon goût que sont Télérama, Le Nouvel Obs et Le Monde, bientôt rejoints par Les Inrecuptibles. Toute cette sphère culturelle méprise Jean-Marie Bigard. On lui reproche sa vulgarité, qui est souvent associée à une présupposée bêtise ou inculture. Et il a beau dire qu'il s'en fout, Jean-Marie, il est blessé par ses critiques et par cette fausse idée qu'on se fait de lui. Et il a envie de montrer à tous ses bien-pensants qu'il n'est pas qu'un mec vulgaire qui parle de cul et de merde. Oui, il me semble qu'il faut quand même mieux être un gentleman, même un poil cultivé, quand même qu'une grosse brute sans principe, quand même. C'est donc pour prouver cela qu'il va mettre un petit peu de côté ses thématiques habituelles pour se concentrer sur la culture, avec l'aide de Gérard Miller, qui était à l'époque le psychanalyste chouchou des médias, et qui depuis a été mis en examen pour agression sexuelle. Parfois sous hypnose, par 6 de ses anciennes patientes, et avec l'appui d'une 60aine de témoignages. Mais il est présumé innocent. Parce qu'il est thématique, je pense que le spectacle 100% tout neuf est le spectacle le mieux structuré de Jean-Marie Bigard. Malgré sa durée imposante de 2h20, la vache, le show est bien rythmé et alterne élégamment les commentaires de texte très ludiques. Javert, c'est un flic intègre. Et on se demande où il va chercher tout ça, tu vois. Les moments plus posés, presque didactiques. À cause d'un grand nigo, là-bas, qui a quand même été spavané à l'arrière d'une bagnole dans les Balkans. Résultat des courses, il se fait flinguer, la guerre de 14, 10 millions de morts. Et les envolées très énergiques. Tiens, la valise RTL, voilà une honte, qui dure depuis 25 ans, la valise RTL, RTL, tous les matins, ils appellent quelqu'un pour y expliquer qu'il a paumé 50 000 balles. Je pense aussi que c'est son spectacle le mieux écrit. On y retrouve ce qui a fait la force de Oh ben oui, à savoir une vulgarité mesurée et des gros mots placés au bon moment ou dans des contextes un peu incongrus. Sur la barricade, il y a un flic qui vient espionner. Il s'appelle Javert. Il y a un gosse qui le dénonce. Il s'appelle Gavache. Et après, il y a Éponine, Marius, tout l'orchestre qui arrive, parce que Éponine, elle a le béguin pour Marius, mais il la niquera pas, finalement. Non, je dis pas qu'il y roulera pas une gamelle au dernier moment. Sur la barricade, au moment où elle meurt, ça fait sympa, mais il la niquera pas, finalement, il niquera pas. 100% tout neuf, c'est aussi un spectacle de prouveur. C'est pas forcément un défaut, parce que c'est aussi ce qui a poussé Jean-Marie à se renouveler, mais on sent une volonté de convoquer un certain nombre de références culturelles classiques, comme Victor Hugo, Leibniz, Socrate. Je pense d'ailleurs que Jean-Marie a aidé un certain nombre de lycéens à retenir que Socrate n'avait rien écrit lui-même. Ah, pas une ligne. Il a rien branlé, le Socrate. D'ailleurs, tu vas dans une librairie, tu demandes un bouquin de Socrate, il y en a pas. C'est Platon, après, qui a gratté. C'est un disciple à lui. Ça parle aussi d'histoire, notamment celle de la Première Guerre mondiale et des campagnes napoléoniennes. Mine de rien, il raconte l'histoire du général Grouchy, qui est pas la plus connue sur le sujet. Alors Napoléon, il est sur une butte avec sa longue vue comme ça, et il attend Grouchy. Parce que si Grouchy il vient pas, il va prendre une branlée, Napoléon. On le sait, il est pas con, Napoléon, Et mon Grouchy, un peu plus loin, il est en Belgique, toi, à l'époque. Il est en train de bouffer, tranquillement. Et alors, au dessert, il y a des fraises qui sont vachement bonnes, d'où les fraises de Grouchy. Mais me regardez pas comme ça, c'est pas des conneries que je vous raconte. Jean-Marie veut prouver avec ce spectacle qu'il n'est pas le crétin analphabète que la critique dépeint. Et ça se voit aussi dans le programme du spectacle, aussi ludique qu'instructif. Et attendez, il avait prédit Death Note ? Mais cette démonstration à destination de la presse ne se fait pas au détriment du public, au contraire. Tout l'intérêt de ce spectacle, c'est de mêler ces figures classiques à des références populaires, comme les films d'horreur, les musclés, Pif Gadget, ou encore la valise RTL, qui deviendra un de ses sketchs les plus célèbres. Alors, Mme Chambier a essayé de me donner un chiffre, vous êtes pas loin. Mme Chambier a fait, 47 822. Et vous avez dit combien, Mme Chambier 47 822. Vous avez dit 47 822 ? Oui. Oh, quel dommage, Madame Chambier. Oh, c'est 47 828. Oh, à 6 francs près. Oh, c'est ballot, c'est ballot.
Je peux vous garantir que le Quel dommage Madame Chambier est passé à la postérité et que 10 ans après ce spectacle, on continuait de dire c'est ballot Madame Chambier dans la cour de mon collège. Et puis c'est peut-être le spectacle où il chouchoute le plus le public et où il interagit le plus avec lui. Comme d'habitude, il va se permettre de vanner, d'improviser, de commenter un certain nombre de choses qui se passent dans la salle. Regarde, il y a le Muppet Show là-haut. Là, c'est intellectuel. Là, tiens, les voilà, ces deux-là. Là, ces trois-là même. Alors, allez. Tu sais que là, je disais, dépêche. Oui, dis donc, il va me faire chier toute la soirée. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais il va aussi pas mal prendre les spectateurs à partie. Et il va même jusqu'à faire monter quelqu'un sur scène pour lui faire un baptême de scène. En gros, après avoir raconté son baptême de saut à l'élastique et de parachute, il propose à un spectateur qu'il a vanné tout le long du spectacle de monter sur scène pour lui offrir sur le même principe un baptême de scène. Mon boucher, il a fait de la scène par exemple? Tiens, viens avec moi mon boucher, viens avec moi. Vas-y, pose ta veste, viens. Vas-y. La personne s'installe sur une selle moulée spécialement pour le dos de Jean-Marie et fait un petit tour de piste avant d'appeler chez lui grâce à un téléphone intégré dans le siège et d'annoncer « Je suis sur les épaules de Jean-Marie Bigard ». Bref, tout ça fait que le spectacle a plutôt bien vieilli et que je le recommande à qui voudrait découvrir Bigard aujourd'hui. Alors oui, il contient malgré tout quelques mots offensants qui étaient hélas courants à l'époque, mais en dehors de ça, c'est un spectacle ni trop vulgaire ni trop explicite qui se revoit plutôt bien, je trouve. Je vous rappelle la somme que vous avez perdue, Mme Chambier. Donc 47 828 francs. Allez, bonne journée, Mme Chambier. En tout cas, le public de l'époque est conquis, et Bigard remplit sans difficulté le théâtre Maribel, dit théâtre du gymnase, suivi d'une nouvelle tournée dans toute la France. Maintenant qu'il a fait démonstration de sa culture, Jean-Marie va pouvoir faire ses premières armes dans le monde du cinéma. Après quelques petits rôles de ci de là, on lui proposera d'incarner Aristide Bruand dans le film Lautrec de Roger Planchon, qui fera un demi-million d'entrées quand même, et dans lequel je le trouve franchement bon, surtout pour un rôle chanté. Il avait déjà fait ses preuves sur grand écran quelques mois plus tôt dans le film Oui de Alexandre Jardin, et c'est d'ailleurs pendant la promotion de ce film que le réalisateur lui souffle une idée à l'oreille. Et toi, Jean-Marie, t'as pas envie de faire ton film? L'idée va faire son bout de chemin dans la tête de Jean-Marie jusqu'à ce qu'il se lance enfin et qu'il écrive et réalise son premier et à ce jour unique long métrage, L'âme sœur. Et voilà! Maintenant c'est moi qui me fais engueuler! Bonjour madame. L'âme sœur raconte l'histoire de deux âmes amoureuses qui ne cessent de se retrouver et de s'aimer depuis 2000 ans et qui aimeraient bien pour une fois être réincarnées au même endroit sur la Terre. Agacé de voir de simples mortels tenter de forcer le destin, Balthazar, qui gère les affectations au paradis, décide de les envoyer à l'opposé l'un de l'autre en prédisant que leur rencontre pourrait faire des étincelles. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est des années plus tard, à l'occasion d'un concert à Paris, que Valentina Mendoza, grande chanteuse venue d'Argentine, meurt assassinée par sa productrice sans scrupules. Mais lorsque sa main touche celle de Rémi, jeune parisien employé des pompes funèbres, elle est subitement ressuscitée. Les deux âmes maintenant liées l'une à l'autre vont devoir fuir ensemble l'entourage de Valentina qui veut la retuer et l'église catholique qui veut étouffer cette histoire de prophétie, d'âme sœur et de résurrection. On les a perdus, le Saint-Office va me couper les couilles. Remarque pour ce qu'on s'en sert. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, L'âme sœur est un mauvais film. Et même un très mauvais film. Alors attention, il n'y a aucun mal à avoir une intrigue un peu naïve qui parle d'amour, au-delà de la vie, au-delà de la mort. Mais là, on n'est pas sur du naïf, on est sur du neuneu. Oh, excusez-moi, je suis allergique aux plumes. Vous êtes allergique à la pureté, oui. Vous n'avez fait que du mal autour de vous. Pour votre peine, vous allez renaître dans une famille très riche. Ah ouais? Chouette alors? Oh non, pas si chouette que ça. Ce sera beaucoup plus dur que vous ne le croyez. Le pouvoir et l'argent sont des forces du mal. Il faudra résister, c'est votre punition. Les personnages sont clichés, les dialogues sonnent faux, on est vraiment très très loin de l'écriture malicieuse des spectacles de Jean-Marie. Pour quelqu'un qui se foutait de la gueule des musclés dans son dernier spectacle, je trouve pas que ça soit beaucoup mieux. On devrait toujours dire aux gens qu'on les aime. Sinon ils meurent. C'est nul! Et l'un des plus gros problèmes de ce film, c'est que tout le monde joue mal, y compris et surtout Jean-Marie. Ça, c'est ce que j'appelle une fixation. J'y crois pas. C'est Valentina, mais... Qu'est-ce qu'elle fout là? Merde. Deux macabées dans le même emballage.
Voilà qui nous font des groupes maintenant. Regarde là, le truc là, c'est quoi? Comme dans mon rêve. Il manquait peut-être à Jean-Marie l'expérience du théâtre pour diriger correctement ses acteurs, ou peut-être que plongé depuis 10 ans dans les seuls en scène, il n'était pas aussi bien préparé qu'il le croyait pour le grand écran, où on joue très différemment. C'est une erreur commune chez les comiques habitués des planches ou de la télévision, comme le raconte aujourd'hui Éric Judor en parlant de la Tour Montparnasse infernale tournée 2 ans plus tard. Très sûr de sa prestation, il sèche la projection des rushs, les images tournées dans la journée. Un jour, la maquilleuse vient le voir et lui lance « Ce serait bien que tu viennes. Tu es sûr que tu veux jouer comme ça tout le reste du tournage ?» J'y suis allé, et ce que j'ai vu de moi était horrible, atroce. Je jouais complètement à côté de la plaque, avec une voix très aiguë. J'ai eu tellement honte. On a dû post-synchroniser tout ce que j'avais tourné pour redescendre un peu la puissance de la voix. Mais ce qui, d'après moi, fait passer l'âme sœur du statut de navet à celui de vrai nanar, c'est que c'est un film extraordinairement sincère et personnel. On sent que Jean-Marie Bigard y a mis beaucoup de lui-même. Le film parle de foi, évidemment, et du destin auquel même les dieux ne peuvent s'opposer. Les 2 personnages principaux ont perdu trop tôt des membres de leur famille, Valentina son frère et Rémi sa sœur. Rémi est un magouilleur, mais avec un sens de l'honneur, comme Bigard au temps des tractions avant. Et Valentina est une artiste d'un pays d'Amérique du Sud, comme Claudia, la femme de Jean-Marie. Mais surtout, le nœud de l'intrigue du film, c'est ce lien entre Valentina et Rémi, qui peut la soustraire à la mort en la tenant par la main. Une main qu'il serre très fort tout le long du film. Parce que s'il lui lâche la main, elle meurt. Oh, que c'est bon. Ouais, je sais, on me l'a déjà dit, ça. Mais tu comprends pas, si tu me lâches, je meurs. Ça, par contre, on me l'avait jamais dit. Ça, c'est pas dans le film par hasard. Parce que si, on lui a déjà dit à Jean-Marie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la septicémie de Claudia Bigard qui l'a plongée à un moment dans le coma. À son réveil, Claudia a raconté à Jean-Marie l'expérience de mort imminente qu'elle y a vécue et de l'être monstrueux qui l'a invité à le suivre. Y repenser me fait peur maintenant. Et cependant, sur le moment, je n'ai pas eu peur du tout. Mon désir profond aurait été de suivre ce visiteur, de partir. Je me sentais si bien, si paisible. Mais tu me retenais par la main, Jean-Marie, et je n'ai pas pu partir. Tu n'as pas pu partir ? Non, voilà. Je tirais, mais tu ne me lâchais pas. Je suis restée ce jour-là parce que tu me retenais par la main. Difficile, une fois qu'on sait ça, de ne pas faire le lien avec l'âme sœur. Et surtout difficile de ne pas comprendre à quel point le film est important pour Jean-Marie. Ce film s'adresse plus au cœur de chacun, donc c'est pour ça qu'il peut très bien ne pas marcher du tout, hein, on va voir. Et là, la Gaumont, ils auront perdu 30 millions. La sortie du film est prévue pour le 7 avril 1999 et Jean-Marie est très confiant. C'est sûr, le film va fonctionner. Après tout, il a sillonné la France avec son dernier spectacle et chaque représentation affichait complet. Au total, 300 000 spectateurs ont vu 100% tout neuf. Et une place de spectacle coûte bien plus cher qu'une place de cinéma. Alors un film diffusé partout en France en même temps à un prix plus accessible, c'est évident que le film va marcher. La réussite ou l'insuccès de ce film n'a aucune importance pour moi, c'est juste une question de vie ou de mort. C'est très différent. Quand on le dit comme ça devient drôle. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus drôle. C'est un bide. Et quand je dis un bide, je veux dire un bide monumental. On a beaucoup parlé en 2017 du bide du film d'Éric et Quentin Bad Buzz qui n'aurait fait que 49 000 entrées. L'âme sœur a fait 44 000 entrées. Donc moins d'entrées que Bad Buzz d'Éric et Quentin. Qu'est-ce qui t'arrive, Rémi? Oh! Non, rien. J'ai eu l'impression qu'on me transperçait le cœur, mon vieux. Jean-Marie est profondément blessé par cet échec. Il est blessé que son public, celui qui l'acclame sur scène depuis plus de 10 ans, ne se soit même pas donné la peine d'aller voir le film. Parce que 44 000 entrées, c'est pas que le film a déplu, c'est que les gens ne sont pas allés le voir. Et pour Jean-Marie, c'est une énigme. Lui qui remplit les salles de spectacle, pourquoi personne n'a voulu voir son film? C'est incompréhensible. Incompréhensible pour lui, parce qu'il suffit de voir l'affiche pour comprendre pourquoi le film a bidé. À quel moment t'as envie de voir ça? À quel moment Bigard s'est dit qu'un titre rouge sur fond blanc avec son visage en noir et blanc, ça suffirait à vendre des places de cinéma? Et puis franchement, écrire un vrai film et en couleur sur l'affiche, c'est genre le truc le plus suspect du monde, quoi. Personnellement, le spectacle qui m'a fait me réintéresser à Bigard il y a quelques années, c'est 100% tout neuf. En regardant l'affiche, en le voyant en penseur de Rodin, je me suis dit, tiens, voilà 2 univers que j'imaginais pas ensemble. Qu'est-ce que ça peut donner, cette
cette rencontre. À l'inverse, devant l'affiche de Bigard Paquet, on peut se dire oui, bon bah c'est deux univers que j'imagine très bien ensemble. Et même si ça peut rebuter certains spectateurs, ça pourra en rassurer d'autres. En regardant l'affiche de l'âme sœur, on ne comprend ni de quoi ça parle, ni quel genre de film c'est, ni à quoi ça ressemble, on ne sait rien du film. Le pire, c'est que ça n'a même pas servi de leçon à Laurent Baffy quand il a sorti Les Clés de bagnole quelques années plus tard, qui a exactement le même genre d'affiche et qui a lui aussi bidé en salle. Alors que Les Clés de bagnole, c'est bien. Jean-Marie s'est beaucoup investi dans le film. Personnellement, mais aussi financièrement. Pour terminer la production dans de bonnes conditions, il a investi sa fortune personnelle. Et avec l'échec du film, le voilà endetté de 2 millions de francs. Il n'a aucun spectacle, ni même aucun sketch en préparation. Il est abattu, désespéré. Pendant 2 mois, il erre sans but chez lui, ivre du soir au matin, en se suicidant à petit feu. Alors qu'il avait toujours réussi à faire face aux événements tragiques jusqu'à maintenant, Jean-Marie commence à avoir des idées noires. Un jour, Claudia lui dit « Jean-Marie, je crois vraiment que tu vas mourir si tu continues. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ?» Non, ce n'est pas ce que veut Jean-Marie. Mais il est perdu, désespéré. Il a l'impression de suffoquer, comme un poisson agonisant sur le bord d'un cours d'eau. Mais il n'a pas envie d'abandonner comme ça. S'il est ce poisson dans les mains d'un pêcheur ou sur une berge, il veut tenter de rassembler toutes ses dernières forces dans un ultime saut, un ultime mouvement, quelque chose qui sera suffisamment puissant pour lui faire regagner le courant. Alors le lendemain, il appelle son tourneur. Prépare-moi une tournée de rodage pour l'automne, je vais écrire un nouveau spectacle. Là, d'ici l'automne? Mais on est déjà le 25 mai, Jean-Marie. Ouais, et alors? T'es sûr que t'auras le temps? Prépare-moi une tournée, te fais pas de soucis pour le reste. Jean-Marie est déterminé, et surtout en colère contre ce public aimant qui l'a trahi. Il va insuffler toute l'énergie, toute la force et toute l'inventivité qui lui reste dans ce 5e spectacle. Un spectacle qui sera à 100% le sien, autant que l'était l'âme sœur. Et il a déjà le titre, Bigard met le paquet. Maintenant qu'il est ruiné, il va miser tout ce qui lui reste pour reconquérir son public dans un dernier pari. Et soit le spectacle marche, soit il se bute. Jean-Marie, c'est Jean-Pierre. Écoute, c'est incroyable, je viens de recevoir les premiers chiffres pour ta tournée. On a déjà vendu 45 000 places. Non, le public n'a pas oublié Jean-Marie. Il n'a pas abandonné Jean-Marie. Au contraire, il le réclame. Il lui fait confiance et achète des places pour son prochain spectacle sans rien en savoir à l'avance. Jean-Marie est rassuré et se remet au travail. Et pour soigner l'échec de son film touchant et sensible, il s'installe à son bureau et il écrit Le Lâcher de salope. Ouais, ça c'est un grand écart que même Jean-Claude Van Damme il n'aurait pas tenté. Tout le monde ici, les jeunes, les vieux, les homos, les hétéros, les mamies, tout le monde, nous tous ici, on sort tous, sans exception, de la choupinette d'une femme. À l'image de son affiche qui montre un slip kangourou rempli d'une paire de couilles, Bigard met le paquet est un spectacle on ne peut plus bourrin, bruyant même on peut le dire. Et ça, le spectacle l'annonce d'entrée de jeu avec des bruits tonitruants de Formule 1. Une bonne entrée en matière, puisque le spectacle va rester au même volume sonore du début à la fin. C'est le premier spectacle où il va véritablement hurler la moitié des sketchs sur son public. Regarde l'inverse de boire, on devrait dire déboire. 15 ou 20 ans après, t'attrapes un cancer de l'anus. Comment il savait que j'allais faire une lessive synthétique, cet enculé? Ah bah t'auras peut-être une surprise tout à l'heure, toi. Alors bien sûr, il y a des sketchs qui se prêtent à l'excès, comme le sketch du parano, qui montre un gars que la suspicion fait perdre complètement les pédales. Sur le plan, c'était marqué « Vous êtes ici ». Je dis « Oh putain, on m'observe !» Je cours de l'autre côté de la rue, il y avait un autre plan. C'était encore marqué « Vous êtes ici ». Ils savaient déjà que j'avais traversé la rue. Mais là où ses précédents spectacles alternaient intelligemment les temps forts et les temps calmes, Bigard met le paquet ne contient presque que des temps forts. En dehors d'une petite parenthèse de calme lorsqu'il rend hommage à Robert Lamoureux en lisant L'éloge de la fatigue, le spectacle restera bruyant jusqu'à la chanson finale, tout en guitare électrique ultra saturée. Une chanson composée et écrite par Jean-Jacques Goldman. Et on va mettre le P. Et on va mettre le A. Et on va mettre le A. Et on va mettre le Q. Et on va mettre le Q. Et on va mettre le E. Très sincèrement, c'est pas sa meilleure.
Le spectacle est aussi très brouillon. C'est un peu l'inconvénient de vouloir tout mettre dans un seul spectacle. Les transitions n'ont aucun sens, on passe d'une situation à une autre sans vraiment comprendre comment. Il y a des sketchs qui se terminent au milieu de rien du tout, dans des effets scéniques assez médiocres. J'ai pris le téléphone, j'ai fait... Globalement, l'écriture me semble au ras des pâquerettes et les grimaces plus ou moins rigolotes ne suffisent pas à rattraper les textes les plus faibles. Tiens, je vois l'autre jour, moi je croise un copain comme ça, un lendemain de cuite, qui était encore un peu bourré de la veille, tu vois. Et alors, tu sais, je lui dis un truc, mais évident, tu vois. Et illico, il me répond, c'est clair. Tu vois. Et ben là, c'est un mélange de c'est clair et c'est sûr, tu vois. C'est clair. Tu vois, un seul mot pour dire deux trucs, c'est génial, hein. Et bon, si on met toutes les conneries des copains, on n'est pas sorti du bistrot, je te le dis, toi. Ça va durer des heures, toi, le texte. Puis à la fin, l'ambiance, ça va finir par retomber, toi. Mais Bigard met le paquet, c'est aussi et surtout le spectacle où il va franchir volontairement et régulièrement cette ligne qui sépare le grossier du vulgaire. Si vous voulez, il y a un moment, je me suis fait fabriquer carrément une serrure spéciale. Tu vois, j'ouvrais avec ma bite. J'ai dit là, s'il veut faire une empreinte, je vais forcément le sentir. Ce ne sont plus des moments où les gros mots servent le gag, mais des moments où les gros mots sont le gag. Vous avez vu, je parle avec mes couilles. Je dis, tu prends une couille. Sauf s'il y a un adulte à côté qui se gratte les couilles. Je la vois bien rebondir, la couille. Hein. Comme si on me passait un sèche-cheveux sous les couilles. Cette vulgarité s'exprime aussi dans des mimes plus explicites, des descriptions plus détaillées. Non, ça dessèche les escalopes et après elles deviennent cassantes et puis c'est comme ça qu'on se raye le casque, nous, après. Alors non, le faites pas. Hein. Mais aussi dans une ambiance volontairement outrancière et misogyne, ce qui nous amène évidemment au lâcher de salope. Oh putain, je suis en colère! Hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. Le lâcher de salope, c'est sans doute un des sketchs les plus connus de Jean-Marie Bigard. Un sketch dans lequel il parle de la séduction et des femmes comme le ferait un chasseur ou un pêcheur en parlant de ses proies. Ah bah j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage, hein. Bah tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas. Elle restait là. Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer. C'est un sketch qu'il a toujours défendu comme un sketch qui dénonce le comportement de chasseur des hommes qu'il juge pitoyable. Le lâcher de salope, c'est pour montrer la pitoyabilité du chasseur, pour que la loupe soit plus nette encore et plus forte. J'ai remplacé le gibier par un être humain, quoi. Je me retourne. Il avait levé une grognasse, dis donc. Énorme. À 1m50 de nous, en plein après-midi, incroyable! Donc le mec qui dit à la fin, l'autre elle s'est dégueulée dessus et tout, et puis finalement il la tire pas parce qu'elle pue le vomi et tout, donc finalement il décide de pas la tirer. Il dit, la nature était trop belle, je l'ai laissée partir. Une action royale, comme ça du chasseur sur l'orchestre symphonique de Londres qui joue. Je la vois encore s'éloigner, dans sa robe léopard, les chaussures pleines de vomi à la main. Elle remonte dans sa 205 immatriculée dans le Gers. Ça, mesdames et messieurs, c'est des trucs que tu vis qu'une fois. Mais je sais que les grands chasseurs me comprendront parce que le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur, juste avant que le coup y parte. Parce que après, faut reconnaître que ça retombe. Voilà comment j'ai écrit ça. Après, les gens peuvent percevoir de loin que je traite les femmes de salopes, mais c'est pas possible. Quand on le vit, on ne reçoit que la drôlerie. Drôlerie qui vient toujours des défauts et jamais des qualités. Et donc je mets en exergue les défauts que tous les hommes ont, y compris moi, bien sûr, et moi en premier. Cette histoire de loupe grossissante, c'est aussi son excuse pour faire, un peu plus tard dans le spectacle, une succession de provocations misogynes. Et allez, écoutez-les, les gars, écoutez-les! Elle cherche à communiquer avec nous maintenant. C'est de là que viennent les problèmes. Encore heureux qu'à travail égal, on gagne plus. Hein, les gars? Voilà. Alors évidemment, c'est avant tout un prétexte pour faire jouer et réagir le public, quitte à le prendre parfois à son propre piège. Ce que je veux dire, c'est que nous, les petites bites, on respecte les femmes et puis c'est tout. Hein, les gars? Allez, là,
viens de vous dire, vous aviez tous des petites bites. Faut pas dire oui à chaque fois non plus. Sauf que pour quelqu'un qui n'est pas dans le public, mais qui regarde le DVD chez lui en 2026, difficile d'y voir autre chose qu'un sexisme bas du front en dépit des protestations de Bigard. Je rappellerai aux femmes que j'adore, c'est pas ça la question. Je rappellerai que pour que l'humanité subsiste, il est nécessaire que l'homme jouisse. Alors que les femmes, c'est pas du tout utile. Eh ben c'est un cadeau, de temps en temps. Et puis c'est jour de fête, et puis c'est tout. Alors coucou, oh nom de Dieu. Vous l'aviez peut-être déjà compris, mais entre le spectacle inutilement bruyant, la misogynie assumée, la vulgarité gratuite, le jeu excessif et les grimaces, si vous vous demandiez où était né le deuxième Bigard, celui qui bouffe le cul d'une pute, eh ben il est né ici, dans Bigard met le paquet. Et même s'il a largement trouvé son public à l'époque, je trouve de mon côté que c'est un spectacle médiocre et un des moins bons de Jean-Marie Bigard. Et pourtant, Bigard met le paquet est un triomphe. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais il faut comprendre que chaque spectacle est de plus en plus un triomphe. Et surtout, c'est le point de départ de ce qu'on pourra appeler la Bigard Mania, un moment médiatique où on va voir Bigard partout. Devenu ami avec Jean-Jacques Goldman, Bigard rejoint les Enfoirés et anime joyeusement la tournée de l'an 2000, une tournée que beaucoup décrivent comme mémorable. On va l'inviter un peu partout dans des émissions de variété, mais pas que, puisqu'il passera aussi une tête dans Love Story 2. Il va également sortir un morceau un peu dance, baptisé La La La, et autant j'aimais bien Un poil de cul sur ma savonnette qu'il a sorti en 93, autant La La La... En avançant, je balance les bras, je bouge le haut et je remue le bas, je bouge le bas. Et je remue le haut, et je regarde toujours vers la sono. C'est pour un... Non mais, qu'est-ce que c'est que cette musique de merde là? Qu'est-ce qu'on avait dit? Pas d'initiative personnelle! C'est aussi cette année-là qu'il lance son association Un Bouchon, Un Sourire, qui deviendra Bouchon d'Amour en 2005, et qui collecte les bouchons de bouteilles en plastique pour en faire des fauteuils roulants, concrétisant ainsi une légende urbaine tenace de l'époque. Et c'est en 2001, donc l'année suivante, qu'il participera à la fête de l'humain. Alors c'est pas déconnant quand on sait qu'il a beaucoup écrit avec Laurent Baffy à la piscine de Saint-Ouen, que la municipalité communiste avait rendue gratuite, mais ça ne manque pas de piquant quand on connaît ses positions politiques plus récentes. Cela dit, ce spectacle n'apporte pas que du positif à Jean-Marie, et c'est notamment pendant sa production qu'il se fâche avec son frère Jean-Pierre Bigard. Bien qu'il se soit rapproché grâce au poste que Jean-Marie lui a offert, en réalité les deux frères ne se comprennent pas. Jean-Pierre est en rupture totale avec Jean-Marie. Il ne comprend pas son succès. Littéralement. Jean-Marie raconte que lorsqu'il est venu voir un de ses spectacles, il était le seul à ne pas rire. Mon grand frère demeure sidéré, presque choqué devant cette hystérie collective. Il tourne la tête de droite à gauche, du coin de l'œil, il surveille ses voisins qui hurlent de rire, et il semble complètement perdu. Il a l'air de se demander, enfin, qu'est-ce qui leur prend? Ils font semblant? Ils jouent la comédie ou quoi? Il faut dire que toute sa vie, on a dit à Jean-Pierre Bigard qu'en travaillant bien à l'école, il aurait un poste à haute responsabilité et il deviendrait quelqu'un. 20 ans plus tard, il découvre que son frère Jean-Marie, qu'il traitait de petit merdeux et à qui on n'a jamais prédit qu'un vulgaire travail de pompiste, a une meilleure situation que lui. Pire, c'est même lui qui lui propose un poste à haute responsabilité. Son logiciel moral est complètement chamboulé. Et en bon grand frère tyrannique qu'il a été pendant leur enfance, il va passer son temps à casser du sucre sur le dos de Jean-Marie en répétant un peu partout autour de lui « Heureusement que je suis là pour réparer ces conneries parce que sinon il ferait n'importe quoi !» Les deux frères finiront par s'engueuler et par couper les ponts. Jean-Pierre quitte JMB Productions peu avant la dernière date à Bercy. Parce que oui, il faut qu'on parle de Bigard pour Bercy. Après un succès ininterrompu partout en France, Jean-Marie aimerait terminer la tournée de Bigard met le paquet en beauté, comme il l'avait fait pour les deux dernières à l'Olympia. Seulement, qu'est-ce qu'il y a de plus prestigieux que l'Olympia? De plus ambitieux? Oui, il y a le Zénith, mais... pourquoi pas le Palais Omnisport de Paris-Bercy? Bercy, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de l'Accor Hotel Arena ou Accor Arena, est une immense salle modulable pouvant accueillir toutes sortes de compétitions sportives, y compris nautiques ou hivernales. De nombreux artistes y ont organisé des concerts depuis son inauguration en 1984, mais aucun spectacle comique n'y avait encore jamais été joué à l'époque. Jean-Marie a envie de le tenter, de faire l'expérience de mettre le paquet à Paris-Bercy, un stade qui peut contenir 12 000 spectateurs. Et malgré un poignet cassé 2 jours avant l'événement et pour lequel il sera opéré le lendemain, il parvient à tenir les 2 heures du show, devenant le premier humoriste à remplir ce stade, ouvrant la voie des années plus tard à Florence Foresti, Gad Elmaleh, Jérémy Ferrari, etc. Un événement retransmis en direct sur Rire et Chanson et dont l'édition vidéo sera un des grands succès de la collection Humour de Universal.
Vous savez, les jaquettes jaunes. Ce sera d'ailleurs le dernier spectacle édité par Universal avant le début d'une longue collaboration entre Jean-Marie et TF1 qui avait déjà coproduit L'Hameçon. La chaîne rediffusera régulièrement ses spectacles et lui proposera même le rôle principal d'un téléfilm, Le Dirlo, qui fut un bon succès d'audience. Mais TF1 s'engage également à produire et distribuer les éditions DVD des prochains spectacles de Jean-Marie. Un contrat plutôt avantageux pour Jean-Marie et qui donne à ses captations les moyens de ses ambitions. Il faut dire que Jean-Marie s'intéresse de très près à la mise en image et à l'édition de son travail, notamment d'un point de vue technique. Le jour de la captation, tout le monde est très angoissé. Parce que on filme pour l'éternité. Une fois que c'est dans la boîte, qu'est-ce qui restera ? Même quand on sera mort depuis 50 ans, il ne restera que ça. Aussi, il soigne énormément la prise de vue de ses spectacles. Il sera le premier à organiser une captation sonore en 5.1 d'un spectacle comique, ce qu'aucun humoriste n'avait jamais fait avant lui et qui, encore aujourd'hui, n'est pas très répandu. Et ça coûte cher ? Oui, ça coûte assez cher, oui. Parce qu'on va utiliser beaucoup de moyens techniques, notamment un studio mobile qu'on va faire arriver à Bercy, plus tous les micros, les techniciens, c'est une installation assez lourde, et après, des techniques de mixage aussi plus sophistiquées que pour un simple mixage cérébraux. Mais par contre, ça vaut le coup, parce que le résultat, il est incomparable, on est d'accord. Ah bah c'est clair. Dis-le, ça. C'est ça que je veux que tu dises. Je vais essayer. Eh ben non, ce que je veux, c'est que tu le dises, que tu expliques bien. C'est chiant, faut te tirer les verres du nez à toi, Bruno. Il soigne aussi beaucoup ses éditions vidéo. Il produira énormément de bonus pour le DVD de Bigard met le paquet, et notamment des commentaires de lui qui commente certains commentaires de son propre spectacle. Il sera d'ailleurs le premier humoriste à enregistrer une piste de commentaires audio pour la ressortie en DVD de 100% tout neuf. Alors c'est pas un commentaire audio très intéressant, il se contente souvent de se jeter des fleurs en disant « Ah là là, ce sketch est très drôle ». Ah, ça fait même pas 10 balles la piole, je veux dire. Là, je vous laisse écouter, parce que c'est... Reviens pas là-dessus. Il est loup. Il est imparable, ce sketch. Je vous parlerai plus quand ce sera moins drôle. Néanmoins, il y a un passage intéressant de ce commentaire où il évoque brièvement des idées pour son prochain spectacle. L'homme, pour moi, est l'animal le plus évolué de la planète. Et pourtant, on a beaucoup de choses à apprendre des animaux. Et je vais faire tout mon prochain spectacle là-dessus. Donc voilà, vous viendrez jeter un coup d'œil. Bon le rendez-vous est pris, hein ? S'il n'est pas aussi bruyant que Bigard met le paquet, Des animaux et des hommes reste un spectacle plus vulgaire que grossier, et pas forcément très subtil. Au début, il essaye de s'en donner l'air, à travers une scénographie de conférence qui donne au spectacle un côté merci d'être venu à ce TED Talk, mais très rapidement, Bigard tombe le masque et la veste. Et c'est donc une nouvelle fois un Bigard fort en gueule, tout en mime et en grimace, qui va nous expliquer ce qui nous rapproche et ce qui nous distingue de nos amis les bêtes. Regarde le pingouin, lui, il est super mignon, le pingouin. Sa parade à lui, il va chercher un petit caillou, qu'il prend parmi des milliers de petits cailloux, prend dans son bec, il ramène, il dépose délicatement entre les petites pattes de sa femelle, et après, il la nique. Ça, c'est pareil pour nous, hein. Si, nous aussi, quand on ramène un beau caillou à la maison, en principe, ça met une bonne ambiance, hein, faut être honnête. Même s'il n'est pas aussi excessif que Bigard met le paquet, Des animaux et des hommes est peut-être son spectacle le plus cru et le plus explicite. Au-delà du fait qu'il commence directement par nous montrer sa bite, c'est sans doute celui où il parle le plus de sexe. Le spectacle est supposément articulé en 3 parties, dont le sexe ne constitue que la partie 3, mais en réalité les 2 autres parties ne parlent presque que de ça aussi. C'est d'ailleurs annoncé d'emblée à travers cette affiche qui le représente avec une moule. Ah, t'as pas pu te retenir, hein? Après le slip, il a fallu que tu mettes une moule. Il ne parle pas du sexe de la manière la plus délicate qui soit. On est sur une représentation brutale, parfois non consentie, bestiale, c'est le cas de le dire. Rigole pas le cerf, hein. La biche, elle arrive avec un petit carpaccio, elle repart avec un tartare, hein. Ouais. Il a malaxé le tartare. Il a laissé l'oignon à côté, toi. Non mais il a fait une préparation que l'autre, ça chauffe, hein, Alors oui, c'est logique, c'est le thème du spectacle, le public est prévenu, il est très friand d'ailleurs, ça se voit. Mais du coup, 25 ans plus tard, après MeToo, Balance ton porc, le procès Pélico, ça fera peut-être pas autant rire. C'est-à-dire, il tend un petit peu le fion comme ça derrière, l'autre il arrive... Alors tout le spectacle n'est pas dans ce registre, hein. Il y a des moments plus simples, plus convenus, et parfois même des prises de parole un peu touchantes. Si, nous les hommes, si on avait dans le cœur le 10e de l'amour qu'ont nos chiens pour nous, il y aurait la paix sur la terre. Yes!
Mais malgré ce que le plan du début veut nous faire croire, le spectacle part dans tous les sens, avec des transitions pas forcément évidentes et des sketchs qui manquent parfois d'une vraie chute. Normalement, là, l'enchaînement, je rentrais avec la fumée, là, et l'enchaînement, c'était ça, je faisais « Ah, les voitures !» Non, mais attends, ça tenait bien la route. S'il interagit toujours avec son public, il est beaucoup plus indélicat à son égard. Ça vanne plus, ça s'excuse moins, et surtout, comme le spectacle parle beaucoup de sexe, les interactions sont moins innocentes et moins bon enfant. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Oui, un petit bisou. Moi, si je baisse pas ce soir, je suis vraiment un con, hein, alors... Allez, viens, maintenant. Viens, baise-moi. C'est également le spectacle où il va trop loin en impliquant 2 personnes du public dans une fausse scène de sexe non consentie. Alors ok, c'est des ombres chinoises, mais les idées que ça véhicule sur le couple et les relations sexuelles sont misogynes, dégradantes, humiliantes et surtout indéfendables. Même en mettant ça de côté, je pense pas que ce soit son spectacle le plus drôle. Il reste au-dessus de Bigard met le paquet et tout n'est pas à jeter, mais peu de passages sont passés à la postérité. Autant on se souvient du spectacle dans sa globalité, ça reste quand même le plus vu et le plus vendu de Jean-Marie Bigard, autant c'est difficile de citer un sketch qui surnage. Jusqu'à maintenant, chaque spectacle avait son ou ses sketchs cultes et marquants. La chauve-souris, les moments de solitude, la valise RTL, le lâcher de salope. Mais quand je lis le programme de Des animaux et des hommes, aucun nom de sketch ne me fait dire « Ah oui, celui-là, je m'en souviens ». En revanche, on se souvient de son caractère explicite, de son extravagance, de sa démesure. Et on se souvient évidemment du Stade de France. Alors je suis d'accord, c'est devenu très pénible d'entendre Jean-Marie répéter encore et encore à chaque interview « Ah, et quand même, j'ai fait Bigard au Stade de France ». Oui, c'est vrai, c'est le premier humoriste à avoir rempli le Stade de France, et oui, il reste encore aujourd'hui le seul humoriste à l'avoir fait. Mais franchement, il force avec ça, et on en a marre qu'il l'exhibe comme un haut fait d'armes. Ce qui nous fait peut-être sous-estimer à quel point, oui, c'est un très haut fait d'armes. Pour vraiment saisir l'importance de cet événement, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Après une nouvelle tournée triomphale, Jean-Marie souhaite une fois de plus clôturer la vie de son spectacle en beauté. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour la dernière? Le Parc des Princes, 25 000 spectateurs, c'est 2 Bercy, c'est pas mal. Sinon, il y a le Stade de France. Mais là, c'est 50 000, hein. Alors on pourrait croire que la plus grande difficulté quand on veut produire un spectacle comique au Stade de France, c'est de remplir le stade. Mais non. La plus grande difficulté, elle est technique. Le Stade de France fait 320 mètres de long et 280 mètres de large. C'est très grand, un Stade de France. 17 hectares. Autant vous dire que quand vous êtes tout au fond du stade par rapport à quand vous êtes tout près de la scène, vous ne percevez pas le spectacle de la même manière et surtout, vous ne le recevez pas à la même vitesse. Vous n'êtes pas sans savoir que la lumière va plus vite que le son. Soit vous vous rappelez de vos cours de physique du collège, soit vous avez une grand-mère ou un tonton qui vous rappelle en permanence que ah oui, on peut calculer à combien de kilomètres est tombée la foudre en comptant le nombre de secondes qui séparent la lumière de l'éclair et le bruit du tonnerre. Là, on s'en bat les couilles, tu vois, vraiment, ouais. Enfin, sauf le respect, hein, bien sûr que... Est-ce que je suis parti, moi, déjà? Ah oui, la lumière ça va plus vite que le son. Alors en soi c'est pas forcément gênant pour un spectacle musical puisqu'on est surtout là pour profiter de la musique. Et si ceux de devant et ceux du fond ne l'entendent pas au même moment, c'est pas la fin du monde. Surtout quand on distingue à peine la scène. Mais quand on fait un spectacle comique, c'est essentiel que tout le monde rigole en même temps. Surtout pour quelqu'un comme Jean-Marie Bigard qui joue beaucoup avec son public. Et pour ça il faut que l'image du visage de Jean-Marie, essentielle à de nombreux gags, soit parfaitement synchronisée avec le son qui voyage beaucoup moins vite que l'image. Il faut absolument que le son arrive en même temps que l'image, et comme on va avoir 4 écrans énormes, cadrés comme ça, t'as la bouche qui fait 6 mètres de large, seulement 2 images de retard, c'est-à-dire à partir de 30 mètres ou 40 mètres, tu commences à ruiner une image et demie, 2 images de retard, ton cerveau commence à le percevoir, à 197 mètres, 3 fois 7, 21, 21 images, 20 images dans le cul. Là, c'est imbitable. C'est donc une difficulté technique majeure, et c'est pour ça qu'au-delà de la question de remplir le stade, personne n'a voulu reproduire l'expérience depuis. Mais Jean-Marie est déterminé, et pour ça, il va s'entourer d'une équipe d'ingénieurs pour essayer de comprendre comment on pourrait le faire, en sachant que d'autres contraintes sont à prendre en considération, particulièrement des contraintes de sécurité. Encore une fois, le Stade de France, c'est grand, donc on peut pas y installer ce qu'on veut, notamment en termes de lumière. Il faut pas que ça gêne, par exemple, l'aviation civile qui survole le Stade de France.
Non vraiment, c'est compliqué d'imaginer à quel point c'est un défi d'organisation et de technique. Alors plusieurs idées sont proposées par les ingénieurs et l'équipe du stade, et l'une d'entre elles est finalement retenue. 2 écrans gigantesques, 320 mètres carrés chacun, les deux c'est genre 25 fois mon appartement, et des enceintes acoustiques réparties partout dans le stade. Le système destiné à la couverture du parterre est le plus innovant. On utilise une multitude de petites enceintes qui ne couvrent que la zone pour laquelle elles sont installées. Et donc, elles peuvent fonctionner sans retard. Est-ce que tu as déjà tenté de faire un truc pareil? En source indépendante, non, honnêtement. Ce système de sonorisation, c'est un prototype. On n'avait aucun exemple sur lequel s'appuyer. Il a fallu donc le simuler sur ordinateur pour vérifier son fonctionnement. Et surtout, on avait aussi besoin de l'essayer avec du public, du vrai public. Et donc j'ai demandé à Bruno d'organiser des essais en grandeur nature dans le stade. Vous vous en doutez, remplir un stade de France au moins à moitié juste pour un test, c'est très compliqué. On trouve pas 26 000 personnes comme ça en soulevant un gros caillou. Mais ça ne fait pas peur à Jean-Marie. Il va proposer à tous les spectateurs qui ont déjà leur place de venir gratuitement assister à ce grand test et même de venir accompagner s'ils le souhaitent. Et les gens vont venir. Le test aura lieu le 20 avril 2004, 2 mois avant le spectacle. Et pour animer ces essais techniques, Jean-Marie invitera des artistes de tous horizons, du monde de la musique bien sûr, mais aussi de la blague, sans oublier ses complices Baffy et Rollin, répartis dans le stade pour témoigner et faire témoigner les spectateurs des résultats en temps réel. Quel est ton prénom? Colette, Colette, tu viens de... le Boulogne-Billancourt. Non, tu viens de péter, Colette, dis la vérité. Il y a des gens, tu n'es pas seul, Colette, les gens le sentent aussi. Colette ne vient pas de Boulogne-Billancourt, Colette vient de... péter. La conception d'un système de sonorisation inédit, le test en conditions réelles, tous les techniciens nécessaires pour monter et démonter 2 fois l'infrastructure de l'événement, c'est des jours de travail et des centaines d'employés du Stade de France qui sont mobilisés pour le faire. Pour une seule représentation. Autant vous dire que c'est pas du tout rentable comme spectacle. D'autant plus que Jean-Marie tient à ce qu'il reste accessible avec des prix d'entrée à 15 €, voire 10 dans certaines conditions. C'est un spectacle que Jean-Marie va faire à perte, qui va lui coûter plusieurs millions d'euros. Mais Jean-Marie a envie de gâter son public et il ne regarde pas à la dépense. Et le résultat de tout ça, c'est que le 18 juin 2004, le Stade de France est rempli à ras-bord de rire. Alors on va pas s'attarder sur Bigard au Stade de France parce que globalement c'est le même spectacle que des animaux et des hommes. Mais c'est quand même important de revoir ces images aujourd'hui, ne serait-ce que pour réaliser combien ça fait 52 000 personnes. Bonsoir les amis. Merci. « 52 000 personnes ! 52 000 personnes! Il y a 3 fois la population de Montluçon dans ce stade! Un stade complet, alors que le spectacle lui-même est déjà sorti en cassette et DVD depuis plusieurs mois! Donc la plupart des gens l'ont déjà vu, ce spectacle. Et pourtant, ils reviennent pour vivre ensemble cet événement que Jean-Marie a tout fait pour rendre unique. Il a calculé son coût pour que la nuit tombe au fur et à mesure du spectacle, faisant du coucher de soleil un moment magnifique. Pour divertir les spectateurs qui l'attendent, et puisque le show s'appelle Des animaux et des hommes, il fait venir un spectacle zoologique en guise de première partie. Et puis allons-y pour les feux d'artifice du final et le stade éclairé de 1000 feux, pouvant être filmé en hélicoptère à 1 heure précise à la seconde près pour ne pas perturber l'aviation civile. C'était un pari extrêmement ambitieux, démesuré, dont tout le monde prédisait l'échec cuisant. Et pourtant, Jean-Marie a réussi l'impensable. Divertir 52 000 spectateurs dans un stade sans qu'aucun problème technique ne vienne perturber l'événement. La réussite est complète pour Jean-Marie, d'autant plus que les pertes du spectacle sont épongées par le succès de celui-ci en DVD. Il fallait qu'il vende 300 000 DVD pour rentabiliser le spectacle. Il en vendra 1,5 million. Encore une fois, j'aimerais qu'on réalise combien ça fait 1,5 million de DVD. Aujourd'hui, quand un éditeur tire un titre à 20 000 exemplaires, c'est une folie. Il va peiner à l'écouler. Faut vraiment que ce soit un blockbuster pour pouvoir se le permettre. Et ben à l'époque, Bigard va vendre 1,5 million de DVD de ce spectacle. Au total, Jean-Marie Bigard aurait vendu dans sa carrière plus de 7 millions de DVD. C'est pour ça que vous les retrouvez toujours dans les Wonder Cash. Oui, bien sûr, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont revendu, mais ça veut surtout dire qu'il y a des gens qui l'ont
allons acheter. D'autant plus que s'il y a 1000 raisons possibles de vendre un DVD, il n'y a qu'une seule raison d'en acheter un. Parce qu'on le veut. Parce qu'on le veut beaucoup. Bref, c'est un beau succès qui prolonge encore une fois cette bigarmania des années 2000. Jean-Marie va sortir des bandes dessinées qui sont vraiment horribles, honteuses et abominables, mais bon, c'est les éditions Jungle, hein, on connaît. Puis après tout, pourquoi il s'en priverait? L'IFOP vient de le sacrer humoriste préféré des Français. Alors hélas, j'ai pas réussi à retrouver le sondage complet, mais c'est une information qui a été relayée par plusieurs organes de presse, donc on peut la considérer comme véridique. Oui, en 2004, Jean-Marie a été désigné comme l'humoriste préféré des Français. Jean-Marie Bigard a gagné. Il a rempli le Stade de France. Son DVD et ses BD se vendent par millions et il a prouvé au monde que son destin n'était pas d'être pompiste, mais d'être connu et reconnu par la France entière. Enfin, la France entière, sauf la critique, qui déteste toujours Jean-Marie, et les médias qui, selon lui, ont trop peu couvert l'événement du Stade de France. Y compris TF1, qui était pourtant partenaire, mais qui était trop occupé à diffuser la finale de la Ferme Célébrité. Mine de rien, Jean-Marie en souffre. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît dans notre histoire Alain Sachs. Alain Sachs est un metteur en scène qui a déjà à son actif plusieurs représentations de pièces cultes du théâtre classique. Et son nouveau projet, c'est de remonter la comédie-ballet Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully. Il a envie de la réactualiser sans la dénaturer et il souhaite proposer le rôle principal, celui de Monsieur Jourdain, à Jean-Marie Bigard. Et la première réaction de Jean-Marie, c'est l'incrédulité. Je lui vends mon idée de Bourgeois Gentilhomme chez lui. Il me dit à la fin, ouais, bah d'accord, pourquoi tu veux me voir, t'as besoin de thunes? Il croyait, ou il feignait de croire, que je venais le taper pour avoir de l'argent. Je lui ai dit, mais Jean-Marie, t'as pas compris, j'ai pas besoin de thunes du tout, d'ailleurs je t'en demande pas du tout. Je te propose le rôle. Et donc là, j'ai éclaté de rire et j'ai dit, non, bien sûr que non. Mais enfin, Alain, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. J'ai aucune expérience de théâtre classique. Et tu veux me confier le rôle principal d'une pièce de Molière? Mais t'es pas bien! Pourquoi tu veux faire ça? Mais enfin, Jean-Marie, parce que le bourgeois gentilhomme, c'est toi. Tu es ce nouveau riche, au succès commercial insolent, à la fortune indécente, qui peut produire tout ce qu'il trouve grâce à ses yeux, s'acheter tout ce dont il rêve, sauf des lettres de noblesse, qui le rendraient légitime aux yeux d'une élite qu'il méprise. Monsieur Jourdain, c'est toi. Alors Jean-Marie va relire Le Bourgeois Gentilhomme. Il va effectivement beaucoup se reconnaître dans le personnage de Monsieur Jourdain, et après avoir refusé dans un premier temps, il va finalement accepter la proposition de Alain Sachs, à la condition d'être payé au tarif syndical standard d'un comédien de théâtre. Les répétitions commencent en novembre 2005 pour une première représentation le 19 janvier 2006. Jean-Marie est anxieux, il a très peur de ne pas être prêt dans les temps. Mais fort heureusement, il est bien entouré et régulièrement rassuré et soutenu par l'équipe du spectacle. Jouer en troupe, c'est une toute nouvelle expérience pour Jean-Marie qui semble lui donner des ailes, de la confiance en lui, et il va donner tout ce dont il est capable pour incarner Monsieur Jourdain en bonne et due forme. Et il va y parvenir. C'est vrai qu'on peut se dire au premier abord, oui d'accord, Jean-Marie Bigard qui joue du Molière, ok, excellent gag, mais artistiquement, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? La réponse est oui. Savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Eh non, c'est pas ça. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien! Comment est-ce que ça s'appelle? Mais ça s'appelle... comme on veut l'appeler. C'est de la prose. Ignorant. Évidemment, ça ne fera pas l'unanimité, notamment le fait de réadapter et de moderniser la pièce en situant l'action dans un magasin de sport. Mais force est de constater que Jean-Marie est absolument parfait en Bourgeois Gentilhomme. Parce qu'effectivement, c'est pas un rôle de composition pour lui. Même si le texte original ne change pas d'une virgule, Jean-Marie est parfaitement dans son élément, tant ce personnage lui ressemble. Il a la même assurance, le même enthousiasme, la même générosité, la même vanité, la même haute estime de lui-même, et ce même désir de prouver au monde ce qu'il vaut. Il n'a pas besoin de jouer le Bourgeois Gentilhomme. Il est le Bourgeois Gentilhomme. Je ne l'ai pas choisi pour qu'il fasse autre chose que ce qu'il est profondément, mais pas
pas Jean-Marie Bigard en homme de show, parce que mais je savais qu'il avait absolument tout pour comprendre ce personnage, pour lui donner toute son épaisseur. La pièce est un succès public et enfin un succès critique. La presse reconnaît la pertinence de Jean-Marie et sa crédibilité dans ce rôle, et même la Comédie Française y va de son petit compliment. Vraiment, il n'y a que Le Monde qui continue de jouer les rabat-joie. Il joue ce bourgeois comme un gentil niais qui se fait rouler dans la farine, et il y prend vraiment plaisir. Mais il restera pas dans les annales, hein. Son interprétation consiste principalement à agiter ses mains devant lui, à faire des roulades et des gros clins d'œil au public pour bien signaler les moments drôles. C'est vrai que c'est drôle, le bourgeois gentilhomme. En incarnant Monsieur Jourdain, Jean-Marie Bigard n'a pas seulement joué le bourgeois gentilhomme. Il l'a aussi, à sa manière, rendu accessible. Et je pense que, au même titre que l'Avare avec Louis de Funès en son temps, il faut mettre cette pièce au tableau de celles qui ont aidé des profs de français à faire s'intéresser leurs élèves au théâtre classique. Madame, ce m'est une joie bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous avez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Ça y est, Jean-Marie Bigard a tout. Il a le succès commercial, il a le succès public et il a le succès critique. Il s'est même, grâce au bourgeois gentilhomme, réconcilié avec son frère Jean-Pierre, qui viendra le voir dans sa loge à la fin d'une représentation du spectacle. Et alors que Jean-Marie s'attendait à retrouver le grand frère moqueur qui le traite depuis toujours de petit merdeux, il découvre en ouvrant la porte de sa loge un Jean-Pierre Bigard en larmes, qui le prend dans ses bras en lui disant « Putain Jean-Marie, qu'est-ce que tu joues bien !» Et c'est peut-être la reconnaissance qu'il attendait le plus, celle de son frère. Et c'est sur ce touchant moment de retrouvailles et de réconciliation que s'achève l'autobiographie de Jean-Marie Bigard, Rire pour ne pas mourir, qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture de cette vidéo. Faisons une petite pause. Mine de rien, ça fait déjà plus d'1h30 que je vous parle de Jean-Marie Bigard, de sa carrière, de sa vie, une vie que vous n'imaginiez peut-être pas aussi tourmentée, et je suis convaincu, encore aujourd'hui, et je mourrai sur cette colline, que si Jean-Marie avait quitté l'espace public à ce moment-là, au sommet de son art, eh ben, il serait rentré dans la légende de l'humour français, au même titre qu'un Coluche ou qu'un Desproges. D'ailleurs, au fond, Jean-Marie Bigard et Pierre Desproges ne sont séparés que d'un sketch des Nuls. Pierre Desproges avait écrit et joué dans une fausse pub des Nuls de la période JTN. On peut rester actif après une bonne bière. Et Jean-Marie a écrit et joué dans la fausse pub des Nuls, Tony Glandil. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tony Glandil ? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. De la même manière, Pierre Desproges et Jean-Marie Bigard ne sont séparés que d'une série de Jean-Michel Ribes. Pierre Desproges a joué dans Merci Bernard, qui passait sur Antenne 2. L'été, le poulpe est frais et très agréable à porter. Et Jean-Marie a joué dans sa série suivante, qui passait sur Antenne 2 et Canal+, le cultissime Palace. Le roi dit qu'il n'est pas une station-service, qu'il ne mange pas d'huîtres qui sentent le pétrole. Oui. Je suis allé les chercher moi-même à la marée de ce matin. Bref, je pense que si Jean-Marie Bigard avait disparu à ce moment-là, pas forcément d'un accident tragique comme Coluche ou Desproges, mais s'il s'était simplement retiré, il serait devenu une légende de l'humour en France. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Jean-Marie Bigard a continué sa carrière. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a atteint le sommet, on ne peut que redescendre. Tout ça, je vous en parlerai dans la partie 2 de cette vidéo, qui est déjà quasiment terminée, hein, donc vous inquiétez pas, elle va pas trop tarder. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer cette future sortie, à soutenir mon travail et celui de Alice Rage, qui a brodé le motif de cette veste spécialement pour cette vidéo. Partagez, commentez, boostez la vidéo, buvez du Oli avec mon code promo, et rendez-vous très bientôt pour la suite. Un poil de cul sur ma savonnette, et ça pollue toute ma planète. Sous l'eau chaude il reste collé, alors du doigt il faut gratter, puis sous l'ongle aller chercher le poil de cul sur ma savonnette, et ça pollue toute ma planète. Sous l'eau chaude il reste collé, alors du doigt il faut gratter, puis sous l'ongle aller chercher le poil de cul sur ma savonnette. Je veux dire, c'est quoi le problème? Vous pensez que le spectacle est fini un petit peu rapidement? C'est ça? C'est un peu sec? Vous voulez un rappel? Je sais, hein, je suis pas con, hein.